On va démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous allez assister ce soir à un café frappé. Alors, que sont les cafés frappés? Ce sont des rencontres, débats, d'informations et d'actions citoyennes sur nos modes de production et de consommation et sur les alternatives possibles. Ces rencontres sont organisées environ une fois par mois depuis 3 ans par une équipe constituée d'élèves, d'une ancienne élève et de personnel enseignant et non enseignant de Centrale Supélec. Et elles sont ouvertes à toutes et à tous. Alors nous accueillons ce soir Aurélien Barraud. Donc Aurélien Barraud est astrophysicien. Il enseigne à l'université Grenoble-Alpes et il est chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est également philosophe, poète et un ardent défenseur du vivant avec un grand V. Il a écrit un très grand nombre d'articles scientifiques en astrophysique dans des journaux spécialisés, mais également des ouvrages de poésie et des essais grand public sur l'écologie. Sa conférence de ce soir s'intitule « A-t-on encore besoin d'ingénieurs ?» Elle se tient dans une école d'ingénieurs, donc cela me permet de dire qu'Aurélien Barraud a également beaucoup d'humour. Donc je lui laisse la parole. Bonsoir. Bonsoir. C'était pas de l'humour. Si vous pensez que ça va aller, c'est que vous n'avez pas bien compris la situation. Si vous pensez que les ingénieurs vont nous sauver, c'est que vous n'avez pas bien compris la nature du péril. Si vous pensez que les COP change quoi que ce soit à notre avenir, c'est que vous n'avez pas bien compris l'histoire. Si vous pensez qu'une transition est en cours, en revanche, vous avez raison. Nous sommes en plein dedans. Transition vers un monde sans vie, sans diversité, sans arbres et même bientôt sans étoiles. Bienvenue dans le siècle de l'échec. Pas de tous. Le nôtre, celui des Occidentaux, ensorcelés à leur certitude et dépendants de leurs addictions que je qualifierais de techno-nécrophiles, qui, hélas, emportent tout ou presque dans leur chute. Alors, merci beaucoup de cette invitation ce soir à Centrale Supélec, dont je suis honoré. Je me sens ravi et un peu gêné d'être ici, car il y a quelque chose de contradictoire dans tout cela. Mais nous avions convenu de cet échange, si je me souviens bien, depuis longtemps, bien avant les réjouissances du Covid. Je crois pourtant que faire la tournée des grandes écoles en réitérant le même message, c'est très exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est une logique de fructification qui est justement celle qui pose problème. Ma difficulté à l'expliquer, à vous l'expliquer, c'est un peu la même que celle que je ressens avec les journalistes qui ne comprennent pas que je refuse absolument toutes les invitations à la télévision depuis des années et la quasi-totalité d'ailleurs des autres sollicitations médiatiques. Alors, il paraît que je passe pas trop mal, que ça fait le buzz. Super. Et alors? C'est bien ça le problème. Parce que je peux le faire, je dois le faire. Rentabiliser un savoir-faire supposé, maximiser son impact, déployer sa capacité d'influence, augmenter son capital followers, même pour la bonne cause, je crois que c'est tout le contraire de ce qui fait sens. Réitérer à l'infini une parole, la suicider par reproduction délabrante, l'Andy Warholiser ad nauseam, il ne faut pas le faire. Pensez en particulier à Walter Benjamin. Tout devient pauvre et n'existe plus alors que par sa valeur d'échange. C'est intellectuellement nul et éthiquement pernicieux, diraient les socratiques. Ou, pour user d'une référence un peu moins pédante, pensez au fameux film Don't Look Up, tout est dit. Ce pauvre astrophysicien qui fait le tour des plateaux et multiplie les abonnés Facebook avec les meilleures intentions du monde, on voit bien que contre son gré, il est en réalité en train d'agir en faveur du système délirant qu'il croyait naïvement pouvoir de cette manière dénoncer. Savoir se taire et prononcer les mots qui méritent de l'être seulement, voilà ce qui serait exemplaire et remarquable.
Alors revenons à notre échange. Il y a quelques semaines, paradoxalement donc, par rapport à ce que je viens de dire, j'ai fait une petite intervention à l'ENS Ulm. C'était plus simple, parce qu'ils ne sont pas ingénieurs. Donc pour eux, tout n'est pas perdu. Avec vous, je vais devoir être un peu plus désagréable, mais en toute amitié, je le dis tout de suite. Allons à l'essentiel. Vous n'êtes pas la solution, globalement, vous êtes le problème. Ça, c'est la vérité. Vous n'avez pas de leçon à donner. Vous avez tout à apprendre. Pas de moi, évidemment, nous sommes dans le même bain et je me mets avec vous dans le lot de ceux qui posent problème. À apprendre des autres, de ceux que l'Occident a oubliés ou réifiés. Le délire techno-ingéniérique ne peut plus être justifié par quelques effets secondaires qui sont effectivement et incontestablement positifs. Il va falloir être un peu sérieux, c'est-à-dire penser de façon globale et se rendre à l'évidence. Il n'engendre pas seulement, ce délire technique, des externalités négatives, comme le disent nos amis les économistes. Il est en lui-même, pour l'essentiel, la cause de la métacatastrophe qui s'annonce. On n'obtiendrait jamais, n'est-ce pas, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui sauverait effectivement quelques vies, mais qui tuerait l'essentiel des patients qui l'ingèrent. Pourquoi le bon sens qui nous interdit de commercialiser un tel médicament ne nous interdit-il pas notre comportement actuel vis-à-vis de la technologie ? Alors, je commence, si vous m'y autorisez, par un petit état des lieux bref de l'état du monde. D'abord, quelques nouvelles que j'ai lues aujourd'hui. La première concernait la forêt Pando. Vous savez peut-être, c'est le plus grand et sans doute le plus vieil organisme vivant sur cette planète. C'est un petit miracle de l'évolution, une forêt entière dont les arbres sont interconnectés et forment en réalité un seul individu. Eh bien, cet organisme est en train de péricliter et fait conjuguer des herbicides et de la disparition des animaux avec lequel ce géant végétal était entré en osmose. Deuxième lecture du jour. L'Université de Chicago vient de publier un nouveau rapport montrant que les particules fines avaient réduit l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. C'est gigantesque et tué statistiquement 3 fois plus que l'alcoolisme dont vous connaissez les ravages. Troisièmement, le 6 novembre, l'ONU a publié une étude provisoire qui décrit un état du monde catastrophique. Les 8 dernières années enregistrées, donc 2015-2022, y apparaissent comme la période la plus chaude jamais observée depuis le début des relevés en 1850. Quatrièmement, un rapport de l'Académie des sciences et des technologies estime que le programme de véhicules électriques français réclamera rapidement des quantités de lithium et de cobalt excédant les productions mondiales actuelles. Zut! De plus, l'extraction du lithium des roches dures implique un traitement à l'acide sulfurique qui est un traitement thermique particulièrement coûteux en énergie. Les bassins d'évaporation des salars d'Atacama auraient déjà provoqué l'épuisement et la pollution radicale de la majorité des nappes d'eau souterraines de la région. C'est quand même un peu bêta. On voulait nous faire croire que la voiture électrique était toute verte, vous savez, comme les petits logos sous les publicités qui la vantent. Cinquièmement, Delhi est en ce moment plongé dans un gigantesque nuage toxique dont les autorités ne veulent d'ailleurs pas même parler parce qu'elles savent qu'il ne relève pas d'un problème accidentel, mais d'un effet systémique. Et enfin, dernièrement, en France, un document récent évalue que l'espérance de vie des sans domicile fixe est diminuée par rapport au reste de la population de 30 ans, alors même qu'ici, en Île-de-France, il y a 3 fois plus de logements vacants que de sans domicile. Bon, prenons un peu de recul. Ça, c'était l'actualité du jour. Enfin, la mienne, en tout cas. Prenons un peu de recul.
Quelques chiffres que vous connaissez, mais que je rappelle pour qu'on parte de bases scientifiquement sérieuses. En quelques millénaires, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des mammifères sauvages et des poissons. En quelques années, nous avons éradiqué à peu près les 2/3 des insectes. Donc ce n'est pas une peur pour demain, c'est un bilan. C'est fait. C'est derrière nous. La majeure partie des points dits de non-retour, du point de vue du cataclysme écologique, a déjà été atteinte. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme qui est entre 1000 et 10 000 fois supérieur à la moyenne. La pollution tue environ 800 000 personnes par an en Europe. Ce sont des chiffres publiés dans des revues à comité de lecture médicale. Seuls 20% des terres émergées de la planète ne sont pas aujourd'hui drastiquement artificialisées. L'océan de plastique, dont la taille est déjà le triple de celle de la France, est toujours en croissance exponentielle. Les forêts tropicales sont tellement abîmées qu'elles ne jouent plus aujourd'hui leur rôle de puits de CO2, mais qu'elles commencent à en émettre plus qu'elles n'en absorbent. Denis Meadows, l'un des célèbres auteurs du fameux rapport du MIT de 1972 que vous connaissez certainement, a donc récemment déclaré « De tous les scénarios que nous avions alors envisagés, c'est manifestement celui de l'effondrement qui a été choisi. » Le fait est qu'il n'est pas nécessaire de cumuler les doctorats pour comprendre que la courbe des prélèvements ne peut pas, ce n'est pas idéologique, c'est factuel, comme la loi de Newton ou comme la loi d'Ohm, ne peut pas demeurer durablement au-dessus de la courbe des ressources écosystémiques. Mais ce n'est qu'un petit aspect de la question, et évidemment, je vais y revenir. Avant tout, je crois qu'il faudrait définir ce qui nous importe. Parce qu'on ne peut pas discuter de solutions, on va tenter de le faire un peu tout à l'heure, mais on ne peut pas discuter de solutions, ni même de difficultés, si on n'a pas mis sur la table ce qui est souhaité. Et c'est la première erreur que je voudrais dénoncer. Faire comme si ça allait de soi. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Maintenir l'espérance de vie des riches, des Français, des humains, le nombre d'espèces animales, le nombre d'individus animaux, la superficie des forêts? Et au-delà de cette vision comptable, est-ce qu'on veut que tous ces vivants soient heureux? Est-ce qu'on veut que le monde soit beau? Et si oui, comment l'évalue-t-on? Et l'idée même de vouloir l'évaluer, est-ce que ce n'est pas déjà le rabattre sur des indicateurs qui précisément constituent une partie de notre problème? Même à espérance de vie non diminuée, en ce qui me concerne, le monde d'Elon Musk, celui où les satellites artificiels trônent dans un ciel dévasté, je le vomis, je l'exècre. Pour moi, c'est une dystopie absolue. Je vous rappelle quand même que c'est l'homme qui tente de nous faire croire qu'une automobile de 2 tonnes emmenant 500 kg de batterie est un objet écologique. Oui, je sais, c'est un peu gros, mais certains tombent dans le panneau, que voulez-vous. C'est celui qui fait l'apologie des coups d'État lorsque ces derniers servent ses intérêts. Celui qui commercialise, pour le plaisir, parce que c'est cool, des lance-flammes. Celui qui développe des constellations spatiales pour s'assurer que les quelques heures passées en avion par donc les délinquants de notre temps se feront sans renoncer à Internet en haut débit. Celui qui prépare, en le testant d'ailleurs sur des singes qui pour la plupart meurent dans d'atroces souffrances, des systèmes d'électrodes à implémenter dans nos cerveaux de façon que nous puissions jouir d'expériences virtuelles de balades dans des forêts numériques quand la sylve réelle aura été totalement dévastée. Celui, enfin, qui se fait, comme vous le savez, le chantre de la dérégulation des réseaux sociaux, alors même qu'il y a quelques jours, Amnesty International a montré le lien entre les algorithmes de certains réseaux sociaux et des événements génocidaires. Convergence, n'est-ce pas, de médiocrité et de vénalité, d'aveuglement et de cynisme, de ringardise intellectuelle et de pauvreté symbolique, voilà sans doute le parangon de notre mal. L'homme le plus riche du monde comme archétype de l'homme le plus nuisible au monde.
encore qu'en ce domaine, la concurrence, je vous l'accorde, soit rude. Ça ne dit quand même pas rien, sérieusement, de notre système. Le grand gagnant de l'immense marathon capitaliste est finalement le plus vulgaire, le plus inconséquent et certainement l'un des plus méchants. Peut-être aussi le plus bête, d'ailleurs. Alors, je ne vais vous donner aucun conseil dans cette petite conférence en ce qui concerne, vous savez, les petits gestes. Parce que nous n'en sommes plus là. Ce n'est plus du tout la question, et à mon avis, ce n'est plus du tout intéressant. Je fais une exception. Un seul petit geste que vous pouvez faire maintenant, avant même d'attendre la fin de la conférence. Fermez Twitter. Fermez Twitter, demandez à tous vos amis de le faire. Quand vous serez dans une entreprise, assurez-vous qu'elle ne communique pas sur Twitter, qu'elle ne fasse pas de publicité sur Twitter. Ça, on peut le faire. C'est facile. Et quelle que soit la manière dont vous le regardez, ça ne fait que du bien à la planète, à nos cerveaux et à nos relations sociales. Allez, on y va. Faites-le, s'il vous plaît. Et puis, bon, par là même, si vous pouvez aussi fermer Facebook, Snap et Twitch, c'est encore mieux, mais bon, commençons doucement. Alors, la question importante, sérieusement, ce n'est pas de trouver le moyen de continuer dans la même direction en diminuant les effets négatifs. D'ailleurs, vous allez le voir, c'est essentiellement impossible. La question intéressante, c'est d'inventer une toute autre direction. Les écoles d'ingénieurs commencent à penser une économie décarbonée. Très bien, on ne va pas se plaindre. Mais, pour reprendre les mots d'Arthur Keller, qui est venu ici même, ne pensez-vous pas que réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est un peu le Doliprane contre un mal de tête qui, en réalité, masquerait, l'antalgique j'entends, la tumeur létale qui se développe indépendamment de celui-ci, qui non seulement donc ne guérira pas, mais qui peut même jouer négativement en masquant la véritable pathologie. Nous transformons globalement cette planète en déchets. Et cela avec ou sans émissions de gaz à effet de serre. N'oubliez pas, j'y insiste, que même sans un seul degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Pourquoi donc se surfocaliser à ce point sur le climat ? C'est uniquement, à mon sens, parce que c'est le plus facile de nos problèmes et qu'il fait perdurer encore un peu l'illusion tragique que nous faisons face à un problème technique. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait traiter que les problèmes techniques. Pour paraphraser Maslow, vous savez que quand on a la tête en forme de marteau, tous les problèmes apparaissent en forme de clou. On peut se rassurer en se disant qu'il faut régler les questions indépendamment les unes des autres et s'occuper d'abord de la température. Mais je crois que c'est une erreur logique, éthique et même esthétique. C'est rater en réalité la dimension systémique et symbolique du problème auquel nous faisons face. Pour le dire simplement, diriger l'extincteur sur le sommet des flammes n'a jamais éteint un feu. Non seulement parce qu'il y a de très fortes corrélations entre les sous-ensembles du système physique qui nous intéresse, mais de façon plus importante, parce que ce qui pose vraiment problème aujourd'hui, c'est la finalité plus que la modalité. Ce que je veux dire, c'est que nous avons fait de l'éradication du vivant, que ce soit pour établir un parking de supermarché ou une antenne de 5G, notre objectif. Et donc, peu importe la manière dont il est atteint, peu importe que ce soit avec des bulldozers bio-équitables ou non. In fine, ça ne change rien. Si vous avez rasé la forêt, vous avez rasé la forêt. Le séisme sociétal dans lequel nous nous trouvons doit être, je crois, pensé en termes axiologiques, c'est-à-dire en termes de valeurs. Et tout le reste en découle. Alors, soyons clairs et explicites, je suis content d'être là ce soir, et je ne cherche pas du tout à vous dénigrer. Il n'en demeure pas moins que la surenchère affirmatrice n'a aucun intérêt. Donc, amicalement, si nous échangeons, n'est-ce pas, ça n'a de sens que dans l'optique d'un décadrage. Ça n'a de sens que si on se met en difficulté, sinon, à quoi bon ?
La seule exigence qui, je crois, devrait nous guider, c'est de ne pas prendre les choses par le petit bout de la lorgnette. Pour une fois, si on faisait preuve d'un peu de décence et de dignité. Pour une fois, si on essayait de penser au-delà de l'anecdote et du dérisoire. Pour une fois, si on essayait de se montrer à la mesure du défi sans précédent, et je pèse mes mots, auquel nous sommes confrontés. Alors certes, ne reprochons pas aux ingénieurs de réfléchir à partir de leurs compétences. Ne reprochons pas non plus à tel ou tel penseur de la catastrophe ces éventuelles incohérences. D'abord, parce que justement, c'est exactement ce que nous nous efforçons d'expliquer. Le problème n'est pas une affaire de bons ou de mauvais comportements individuels. Ce n'est pas cela. Nous expliquons très exactement que ça n'a aucun sens de plaider pour des comportements vertueux dans un système fondamentalement vicieux. Ça ne peut pas avoir lieu. Que tel ou tel lanceur d'alerte exhibe une manière d'être qui n'est pas celle dont il ou elle se fait l'éloge, ça ne montre qu'une chose en réalité, c'est précisément que nous avons raison. C'est tout sauf une contradiction. C'est une démonstration de plus de ce que l'initiative personnelle et individuelle n'est plus la question. Dans une architecture sociétale où précisément nous sommes collectivement conduits vers l'insensé. Et ensuite, sérieusement, juste une fois, est-ce qu'on ne peut pas être un peu intelligent ? La question n'est pas de savoir qui il faut aimer, c'est de savoir qui il faut écouter. Que Greta ait acheté une salade sous plastique, que Janko ait maintenant un téléphone portable, que Pablo ait recouru à une comparaison malheureuse, ou que Barreau n'utilise pas une clepsydre pour mesurer le temps. Mais c'est tellement pas le problème. Est-ce qu'on peut essayer de sortir un peu du règne, du dérisoire et du futile que Debord dénonçait dans sa société du spectacle? Et pour ceux qui sont encore bloqués sur la ritournelle gourou, je voudrais juste dire qu'en ce qui me concerne, j'ai rien à vendre. Je refuse de faire la promotion de mes derniers livres, aux grandes dames d'ailleurs de mon éditeur, pardon. Je n'ai pas d'ambition politique. Je ne demande pas à quiconque de me suivre. D'ailleurs, je ne sais même pas moi-même où je vais. Je n'ai aucun intérêt personnel à prendre parfois un peu de mon temps pour réfléchir avec vous aux conséquences de notre inaction commune. Je n'accepte pas les dons, je vous le dis tout de suite. J'ai fermé les réseaux sociaux et je fuis les interviews et les portraits. Alors, si certains ne parviennent pas à comprendre que la question qui nous intéresse tous ici ce soir dépasse les petites mesquineries individuelles, c'est leur problème, pas le nôtre. Alors revenons à ce qui compte. Je crois qu'une manière simple de comprendre le problème pourrait consister à montrer que notre situation actuelle est de façon certaine intenable. On peut le voir de plein de manières différentes. Par exemple, en notant que la courbe, ce que je disais tout à l'heure, des prélèvements est au-dessus de celle des ressources. Par exemple, en voyant que les seuils de relaxation sont aujourd'hui dépassés. Par exemple, en comprenant que les points dits de non-retour sont atteints bien plus vite que prévu. Par exemple, en soulignant cette évidence, les stocks d'énergie s'épuisent. Par exemple, en remarquant que les conditions d'habitabilité de la planète sont, de l'aveu même des biologistes, en passe d'être détruites. Par exemple, en rappelant qu'une rétroaction positive, ce qui est essentiellement à l'œuvre aujourd'hui, en physique, c'est ce qu'on appelle une instabilité. Tout ceci relève de la bonne logique scientifique la plus élémentaire. Un organisme danois, d'ailleurs, a récemment identifié, de façon un peu arbitraire mais raisonnable, une cartographie des différents processus et équilibres globaux indispensables à la vie sur Terre. Sur plus de la moitié d'entre eux, nous sommes déjà dans une situation d'instabilité qu'on peut qualifier de vraisemblablement irréversible. Chute de la biodiversité, ce qui est un très vilain mot en réalité pour désigner la disparition de la vie, stérilisation des sols, c'est-à-dire déforestation, érosion, artificialisation, interruption des cycles biogéochimiques, pensez en particulier au phosphore,
qui est indispensable à tout ce qui vit, dérèglement climatique, acidification des océans et perte des espaces habituels. C'est d'ailleurs une cause majeure d'effondrement de la vie. Les vivants meurent parce qu'ils n'ont plus de lieu pour vivre. J'ai discuté avec des ministres, par exemple, qui ne savaient pas ça. C'est un peu embêtant quand on est à la tête d'un pays. Alors, remarquez juste en passant que c'est un peu terrible, dans la liste que je viens d'évoquer, de mentionner la biodiversité comme une cause parmi d'autres des problèmes auxquels nous faisons face. En fait, la chute de la biodiversité, c'est-à-dire littéralement la disparition de la vie, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est ça le problème, c'est que la vie se meurt. C'est très curieux de le comprendre et de l'analyser comme si c'était simplement un des rouages de la catastrophe systémique. Ce que j'aimerais ajouter face à ce constat implacable, c'est que la situation, me semble-t-il, est plus insensée encore. Car quand bien même elle serait tenable, ce qui n'est pas le cas, j'y insiste, elle ne l'est pas du tout, quelle que soit la manière dont on l'analyse. Mais quand bien même ça serait le cas, elle ne me semble pas non plus souhaitable. Et ça, c'est peut-être le plus important, parce que ça nous donne une seconde raison, peut-être plus enthousiasmante, pour mener l'indispensable révolution. J'insiste un instant sur ce point. Ne pas confondre le tenable ou le durable et le souhaitable est indispensable. Ça n'a rien à voir. C'est une faute catégorielle. Vous savez que les régimes politiques les plus durables à l'échelle de l'histoire ont bien souvent été les plus brutaux. Vous savez que les croyances les plus pérennes ont bien souvent été les plus délirantes. Qu'un État puisse perdurer ne signifie pas du tout qu'il soit éthiquement, esthétiquement ou épistémiquement louable. C'est une question qui n'a rien à voir. Pour le dire de façon très claire et insister, les 1000 milliards d'animaux que nous tuons chaque année, dans des conditions souvent épouvantables, et la plupart du temps en les ayant, ce qui est encore plus grave d'ailleurs, privés de vie avant la mort, serait-il sans importance, sans valeur, sans conséquence, si la situation était pérenne? Les 800 000 personnes que j'évoquais tout à l'heure, êtres humains, qui meurent chaque année en Europe de la pollution, seraient-ils sans importance s'ils étaient compensés par le même nombre de naissances? C'est insensé. Donc faites attention, qu'une situation soit durable ne signifie pas qu'une situation est souhaitable. La nôtre n'est ni durable ni souhaitable. Donc la question, ce n'est pas comment y arriver. La question, c'est à quoi veut-on arriver? Je me permets un exemple. Il y a quelques jours, dans un environnement d'élèves des grandes écoles, comme vous, j'assistais en spectateur à une table ronde sur l'intelligence artificielle. Vous savez, le truc qui excite les geeks biophobes du moment. Ça frétillait, c'est le mot, devant ces algorithmes qui améliorent le ciblage publicitaire. Les participants à la réunion, c'était des universitaires, donc des gens bien. Je plaisante. Ils étaient conscientisés. Autrement dit, la plupart des participants ont dénoncé et déploré la consommation électrique des data centers. Ils voulaient, disait-il et disait-elle, verdir tout cela. Super. Peut-être même que vous, en tant qu'élève centralien, vous ajouteriez que même si on passait au solaire, à l'éolien ou à l'hydraulique, il y aurait des pollutions indirectes. Et vous auriez raison. Mais sérieusement, ce n'est pas ça le problème. Il n'y a eu aucune interrogation à cette longue table ronde sur le sens de tout ça. Plus de publicité ciblée. Ça veut dire, sinon on ne le ferait pas, plus de consommation. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des propositions de contenu qui sont maintenant échafaudées pour maximiser le recouvrement avec ce qui est déjà cru. C'est comme ça, comme vous le savez, que marche l'algorithme de YouTube. Autrement dit, on va proposer des vidéos disant que la Terre est plate aux platistes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Des CV qui commencent à être lus par des programmes de façon à uniformiser les recrutements des grandes entreprises. Est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Une finance mondiale qui est presque entièrement aux mains de logiciels dont plus personne, c'est littéral, ne sait comment ils fonctionnent. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Un monde où les artistes sont remplacés par des programmes qui, quand on les regarde, en fait, ne font qu'interpeller entre des contenus déjà répertoriés. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Un univers où tout est tellement prédictible et déterministe que c'est finalement la possibilité même d'une bifurcation qui s'évanouit. Quel manque de sérieux de notre part. Que l'intelligence artificielle puisse aider ici et là, c'est vrai. Par exemple, au diagnostic médical. C'est vrai et c'est évidemment bienvenu. Mais on ne peut pas faire l'économie d'une analyse de la balance bénéfice-risque. On ne peut pas écarter une catastrophe systémique au profit de quelques bienfaits ici et là. C'est un raisonnement extraordinairement immature qu'on ne tient jamais dans les autres sphères de notre intellection. D'ailleurs, entre nous, le concept même d'intelligence artificielle, c'est quand même une immense escroquerie. Il faudra peut-être plutôt appeler ça une inintelligence algorithmique. Un ami à moi, un excellent expert très reconnu de cette discipline, a récemment conclu que la seule évolution vertueuse pour l'IA, c'est le démantèlement de l'IA. Mais il faut une sacrée intelligence, et une intelligence humaine, celle-là, pour parvenir à le voir et pour parvenir à le dire contre ses intérêts. C'est un peu ça qu'on nomme, je crois, le courage. De plus, et pour en finir sur ce point, l'intelligence artificielle est par essence, dans la manière dont elle est codée, elle est par essence non disruptive, structurellement. Elle constitue donc l'archétype du type de pensée, si l'on peut dire, qui ne peut pas nous aider dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais vous verrez, bientôt même les publicités de dentifrice seront indexées par une conception développée par une IA. Et ça marchera en termes de vente. Bon, je crois que dans cette situation, les ajustements n'ont aucun sens. La fameuse crise climatique, c'est un symptôme parmi d'autres d'un échec civilisationnel qui la dépasse infiniment. Se surconcentrer sur celle-ci comme s'il s'agissait d'un problème d'ingénieurs ayant des solutions d'ingénieurs, c'est peut-être l'erreur la plus grave et la plus grossière que nous puissions commettre. C'est une dernière variation sur le thème du « tout va bien se passer sans rien remettre en cause de fondamental ». Et c'est assez pathétique. Aujourd'hui, nous jouons une partie dont l'objectif est l'artificialisation globale du réel. Quelle que soit la manière de jouer, si l'enjeu n'est pas reconsidéré, l'issue n'a aucune chance de ne pas être tragique. Ce n'est pas faire preuve d'apocalyptisme, c'est l'analyse la plus triviale qu'on puisse développer. D'autant, je vous le rappelle, que les morts sont déjà innombrables et qu'il faut un sacré cynisme pour se dire que, in fine, on va s'en sortir. Dites-le à tous ceux qui sont déjà décédés, ils ne seront pas convaincus. Alors nos dirigeants, nos chefs d'entreprise commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. Il aura fallu, semble-t-il, qu'ils le ressentent dans leur corps. C'est assez consternant, voire outrageusement coupable. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que pour la plupart, ils n'ont toujours pas compris l'essentiel. À savoir que tenter de cibler les conséquences sans avoir passé 2 minutes à travailler les causes n'a aucun intérêt. Toutes les astuces techno-débilo-nécrophiles, et c'est quand même un euphémisme, parce que pour s'exciter sur le métavers, qui est la nouvelle arnaque numérique aussi vite que pauvre, il faut quand même avoir les neurones sérieusement asséchés. Toutes ces astuces, donc, sont totalement à côté de la plaque. En fait, elles entérinent une axiologie de réification qui a structurellement intégré comme prémisse la valeur nulle de la vie. Ce n'est pas un truc philosophique fumeux que je vous dis là, vous le savez bien en économie. C'est une vérité factuelle de notre dogme économique. Voir les interventions de Jean Covici, par exemple, sur ce sujet. Alors, tenter de nous faire croire, et on l'observe en ce moment, à grands coups de publicité dans le Figaro ou de messages sur les immenses écrans lumineux qui maculent l'espace public, que sous prétexte d'un très hypothétique
et très marginal bénéfice médical. La grande mutilation en cours relève d'un bienfait sociétal, c'est quand même un niveau de supercherie qui laisse rêveur et qui nous amuserait ou nous indignerait si nous l'observions dans une autre culture. Nous qui d'ailleurs sommes toujours si prompts à donner des leçons au monde entier. Pour la dernière fois, bien sûr, il y a d'autres causes que le réchauffement climatique à la disparition en cours de la vie sur Terre. Surexploitation, destruction des habitats, pollution, invasion biologique due aux espèces introduites par l'homme, etc. Mais le dire comme ça, c'est encore voire trop petit. La véritable étiologie, il me semble qu'il faut la chercher en amont, au cœur de notre ontologie, c'est-à-dire de notre construction du réel, dans notre fascination pour les rapports de domination et d'exploitation, des humains et des non-humains. Alors, sous couvert de respectabilité, nous feignons de ne pas comprendre que nous sommes, nous autres, occidentaux, la civilisation la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. On le redit. Nous sommes, vous, moi, la civilisation la plus meurtrière, du point de vue de la biosphère, qui a jamais habité cette planète. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une posture, c'est un fait. En résumé, quelles que soient nos convictions et nos désirs, il est acté que le monde tel qu'il est ne tiendra pas. Mais ce n'est qu'un petit bout de la question. La partie intéressante est, puisqu'il faut, qu'on le veuille ou non, une révolution, laquelle allons-nous mener ? Est-ce qu'on va s'embourber dans une dernière éjaculation nihiliste de plaisirs mortifères et prédateurs ou user de cette contrainte pour nous interroger sur ce qui est véritablement désiré ? Il y a quelques jours, avant-hier, je crois, le journal universitaire La Conversation titrait pour l'un de ses articles « Sortir du capitalisme, condition nécessaire mais non suffisante face à la crise écologique ». C'est tout à fait exact. Nous sommes ici face à quelque chose qui est plus profond qu'une simple nécessité de renouvellement du système économique, ce qui pourtant semble déjà infaisable à la plupart de nos dirigeants. De grâce, si vous réfléchissez à ces questions, dites-vous bien que même les plus grandes remises en cause sont encore trop petites. Nous vivons quand même dans un temps, n'est-ce pas, où l'accueil d'un malheureux bateau de réfugiés fait polémique, alors même qu'aujourd'hui même, on révèle qu'une enquête accablante montre que les secours français ont, l'année dernière, sciemment laissé se noyer des dizaines de pauvres gens qui tentaient de survivre en mer. Alors, bien sûr, on peut moquer la bêtise de Trump ou le bellicisme de Poutine. Très bien, j'applaudis, je soutiens, on ne les aime pas. Mais le sale, c'est quand même ici aussi, en notre nom et avec notre aval. Et je ne vois pas que l'évolution de l'opinion publique pousse aujourd'hui vers une épiphanie d'entraide, de commun, de déconstruction et de partage, tout au contraire. Alors soyons, pour aller vers la fin, un peu plus spécifiques et revenons au cœur de ce qui nous intéresse. Je crois qu'il y a deux enjeux fondamentaux. Le premier consisterait à bien identifier, si l'on peut dire, le système prédateur. En ce sens, je trouve que les travaux de Catherine Thomas sont particulièrement intéressants. Et par d'autres voies, d'ailleurs, j'étais arrivé à peu près à la même conclusion qu'elle. Il repose sur un constat. Globalement, aujourd'hui, la technique tue. Naturellement, je le dis une dernière fois, on pourra toujours trouver ici et là quelques bienfaits. C'est exact, et personne ne le nie, et personne ne veut revenir à l'âge de pierre. Mais on ne peut pas éternellement se laisser leurrer par ce que j'appelle l'effet paracétamol. C'est-à-dire, j'ai un peu mal à la tête, je prends un cachet, j'ai moins mal à la tête.
Donc je prends 40 cachets pour n'avoir plus du tout mal à la tête. Ah bah non, là ça marche plus, je suis mort. Ou pour le dire de façon un peu moins triviale, au concept de pharmacone, voire la pharmacie de Platon, théorisée par Derrida. Entre le poison et le remède, tout est une question de dosage. Ainsi en va-t-il de notre technophilie aveugle qui ne comprend pas que ce qui peut être effectivement bienvenu à dose infinitésimale devient nécessairement létal lors d'un gavage. Ce que je trouve pertinent, c'est de noter, sur les pas donc de Mme Thomas, que la sphère technique a, dans une certaine mesure, déjà pris son autonomie. Ce sont des machines qui construisent des machines. Ce sont des logiciels qui conçoivent des logiciels, sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention. Mais quelque chose se déploie déjà en parallèle. Si, par exemple, vous demandez à l'administration de l'école centrale de faire preuve d'humanité, dans une situation d'injustice criante, par exemple, la réponse la plus probable du ou de la secrétaire que vous allez voir sera « J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas avec ce logiciel. Le logiciel ne veut pas. » Dans une certaine mesure, les machines ont déjà un peu pris le pouvoir. Nous en sommes parfois les autres consentants, parfois les autres consternés. Demandez à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet de train sur Internet, vous allez tout de suite sentir la montée d'adrénaline. Oui, ils préféraient aller au guichet. Et ça ne veut pas forcément dire, figurez-vous, qu'ils sont séniles. De mon côté, je vois une sorte de développement quasi cancéreux ici. Là encore, je trouve que l'analogie est frappante. Regardez, mutation, métastase, prolifération. Mais ce qui est le plus important, c'est l'autonomie. Les cellules malignes vivent leur propre mécanisme de sélection. Elles échappent à l'homéostasie et à la sénescence. Elles ont bien sûr besoin d'un hôte pour exister, comme les machines, mais elles n'en dépendent plus que marginalement, jusqu'à son trépas. Je crois que nous sommes dans une situation qui est relativement analogue. Ceci posé, et c'est important, parce que je crois qu'il est pertinent d'intégrer que nous faisons face à un ennemi qui est à la fois intérieur et étranger, la question cardinale est bien évidemment celle des leviers d'action. Bon. Je vous conseille la lecture d'un texte saisissant de Donella Meadows. La femme du fameux Denis est l'une des autrices du rapport du MIT de 1972 qui annonçait la catastrophe actuelle. Au passage. Et à propos des conclusions essentielles de ce rapport, je suis quand même un peu stupéfait qu'il ait fallu 51 ans à nos politiques pour assimiler quelque chose d'aussi trivial quand vous le lisez. Qu'ils découvrent aujourd'hui la nécessité d'une sobriété dont ils n'ont en réalité pas commencé à cerner la véritable profondeur, ne peut quand même pas poser une question, ne peut pas ne pas poser une question de compétence. D'ailleurs, le dire ainsi, c'est-à-dire en termes de prélèvement et de ressources, c'est déjà commettre une erreur cardinale, parce que c'est s'enfermer dans le système de valeurs qui rend essentiellement tout impossible. Celui où l'on considère que fermer un réseau social pour réentendre les chants d'oiseaux et redécouvrir les livres est une atrophie ou une agression. Ce que je veux dire, c'est que vous avez remarqué depuis quelques jours, il nous est expliqué dans les médias que l'Europe, les États-Unis, l'Occident va devoir comprendre que, je cite, « l'abondance, c'est terminé ». Oui, enfin, ça invite quand même à deux remarques, n'est-ce pas? La première, c'est que l'abondance, ça n'a jamais été pour tout le monde, donc certains n'auront pas de mal à le découvrir. Et deuxièmement, c'est que l'immense majorité de cette dite abondance, en réalité, c'est un poison addictif qui génère des dépendances et atrophie nos possibles. C'est ça qui est dingue. En réalité, l'immense nécessité de ce qu'il va nous falloir perdre ne s'instancie comme une perte de confort que du point de vue d'un système de valeurs qui, quand on y réfléchit, est totalement délirant. Bref,
Ça m'amène à mon deuxième point. Donc le premier point, c'était l'identification du système prédateur. Le second point, c'est comment y faire face. Et pour ça, je continue de citer Donella Meadows, qui hiérarchise par importance croissante les leviers d'action. Alors c'est très intéressant, elle les classe en 12 points, du plus inefficace au plus efficace. Elle insiste d'ailleurs sur cette dimension importante. Il ne suffit pas d'identifier les effets leviers. Encore faut-il savoir de quel côté appuyer. Elle explique par exemple que la croissance est effectivement un point levier, mais que ça fait 50 ans qu'on appuie du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on croit qu'il faut l'accélérer, alors qu'il faudrait évidemment la diminuer, voire l'inverser. Donc il ne suffit pas de comprendre où sont les leviers, encore faut-il savoir de quel côté appuyer. Bref. Ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Tout en bas de la hiérarchie, au niveau de ce qui n'a presque aucune chance de rien changer, se trouve ce qu'elle nomme les constantes et paramètres et nombres. Par exemple, le montant des impôts, des taxes, des salaires. Il n'y a ici pratiquement aucun effet levier. Et ce qui est terrifiant, c'est que quand on réfléchit sur la société, nous passons 99% de nos efforts intellectuels précisément à ce niveau. Ça ne veut pas dire que ça ne change littéralement rien. Évidemment, si votre salaire est doublé ou divisé par 2, ça change quelque chose pour vous. Mais au niveau systémique, c'est un niveau d'inaction radicale. Et c'est presque toujours celui auquel nous pensons. Si je monte dans la hiérarchie de Madame Meadows, je passe plusieurs points et j'en arrive aux boucles de rétroaction. Il s'agit moins, dit-elle, de créer des boucles négatives. Vous savez, en bons ingénieurs que vous êtes, qu'il s'agit donc des boucles de stabilisation, que d'endiguer les boucles positives, c'est-à-dire celles de déstabilisation. C'est, dit-elle, extrêmement plus efficace. Je cite son exemple. Notre société récompense les gagnants de compétition, leur octroyant les ressources pour gagner davantage la fois suivante. Les fans du système appellent cela le succès pour ceux qui réussissent. Les riches reçoivent en effet des intérêts, les pauvres les payent. Les riches recourent à des experts et appuient auprès des politiciens pour réduire leurs taxes. Les pauvres n'ont pas accès à qui pourrait défendre leurs intérêts. Les riches donnent à leurs enfants des héritages et une bonne éducation. Les pauvres ont quant à eux toutes les chances d'engendrer d'autres pauvres. Tout programme pour faire face à la pauvreté est une fausse boucle négative. Il serait beaucoup plus efficace de contrer les boucles positives, c'est-à-dire celles qui suravantagent ceux qui ont déjà presque tout. Fin de citation. Un peu plus haut dans la hiérarchie, Donella Meadows mentionne le fait de comprendre les règles du système, qui évidemment ne sont jamais celles qui sont énoncées. Un peu plus haut encore, comprendre les buts du système, qui sont bien sûr toujours cachés. Et tout en haut de la hiérarchie de ce qui pourrait changer les choses, bien évidemment, transcender les paradigmes, déconstruire les idées qui sont tellement partagées qu'elles ne sont même plus énoncées. Ce sont les croyances sur le monde que nous confondons avec le monde lui-même. C'est le stade ultime, dit-elle, de l'action. Et c'est la raison pour laquelle, sans avoir jusque-là d'ailleurs lu ce document, je me permets depuis des années de marteler qu'il faut être avant tout poète. Qui d'autre sait détisser les linéaments du construit? Naturellement, chacun de nous peut tenter d'être intelligent dans son domaine de compétences. Pourquoi pas? Bien que cela joue d'ailleurs parfois à contre, mais je vous concède qu'il y a une sorte de dignité à tenter de s'y tenir. Mais quand on fait ça, on demeure presque toujours dans le domaine du confort psychique de celui qui s'y adonne. Travailler l'architecture symbolique, esthétique et ontologique du monde, je crois que ça reste le seul geste significatif. Parce que le moins mauvais coup possible reste délétère dans un jeu dont l'objectif consiste à détruire la vie. Alors je me rapproche de ma conclusion et je voudrais vous lire quelques mots que je trouve très pertinents d'une des dernières interviews données par mon ami le philosophe Jean-Luc Nancy, qui est récemment décédé et qui était, je trouve, un des plus grands penseurs français de ce temps. Je cite donc. «
Ce qui m'intéresse, dit-il, dans la situation actuelle, c'est qu'elle révèle une crise depuis longtemps annoncée. Depuis un siècle environ, quantité de personnalités de la pensée, de la littérature, ont pointé la fin de notre civilisation. La crise du progrès et les ambivalences de la technique. Je pense notamment, bien sûr, aux avertissements de Freud, de Paul Valéry, de Bergson, de Heidegger, de Gunther Anders, de Jacques Ellul. Ce qui nous arrive ressemble au développement d'une maladie. Il y a de petits signaux qu'on ne sait pas bien interpréter. On cherche à comprendre, on tâtonne, on hésite, on se dit « ne nous inquiétons pas trop ». Et puis tout d'un coup, la maladie se déclare vraiment. Elle devient évidente. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Là, on peut décider et nommer la maladie. Je crois qu'il s'agit, comme le disait Paul Valéry, d'une maladie de l'esprit. J'emploie volontairement ce mot tout en sachant qu'il ouvre la porte à tant de malentendus. C'est un mot dangereux, esprit. Mais je n'en vois pas d'autre pour parler de ce qui donne souffle à une civilisation, à une société. L'esprit, pour moi, ne désigne pas une substance éthérée, à caractère plus ou moins divin. Il désigne la possibilité de se rapporter à une réalité qui échappe. On est dans l'esprit quand on reconnaît, pas seulement intellectuellement, mais aussi existentiellement et affectivement, qu'on est dépassé par quelque chose qui ne demande pas à être simplement maîtrisé. Une culture ne peut être vivante que si elle est prise dans la vie de l'esprit. Je pense à la phrase de Jean-Christophe Bailly qui écrit dans Adieu « L'athéisme n'a pas été capable d'irriguer son propre désert ». Il y a une énorme illusion de la modernité dont nous avons en fait tout juste commencé à prendre conscience. La liberté, comprise comme la libération d'une humanité qui aurait surmonté toutes ses dépendances, a beaucoup de signes. Nous savons désormais combien nous perdons de liberté d'agir dans les destructions et transformations profondes des conditions de vie sur la planète. L'image de l'autodétermination continue à nous fasciner, alors même que c'est en elle que se trouve le problème. Fin de citation. Bon, vous l'avez compris, mon conseil donc, ce n'est pas d'améliorer le bilan carbone de l'école centrale. Il faut le faire, mais c'est anecdotique. Ce n'est pas de changer les modalités d'un exercice professionnel qui demeurerait attaché aux mêmes finalités. Tuer avec des balles bio-équitables n'en demeure pas moins un meurtre. Mon conseil, c'est de questionner sans relâche l'architecture axiologique qui, en l'état, interdit toute mutation salvatrice. Ce n'est pas de trouver de nouvelles réponses, c'est de poser de nouvelles questions. Ce n'est pas de chercher à faire la même chose avec un peu moins d'externalités négatives, c'est d'entreprendre tout autre chose. C'est de s'interroger sur ce que l'on veut vraiment, sans faire comme s'il allait de soi que ce réel délité constitue le seul horizon possible. Alors c'est vrai, toutes les époques se sont considérées comme charnières. Et c'est sans doute correct, puisque l'histoire est un système qui est intrinsèquement instable. Je crois qu'il est néanmoins plus possible de ne pas voir l'extraordinaire accélération contemporaine vers un monde de mort. Des shows télévisés où tout est nivelé. Vous avez remarqué, une réflexion sociétale est placée au même niveau qu'un fait divers, jusqu'aux réseaux sociaux qui érigent la vulgarité en critère d'excellence, parce qu'elle engendrera toujours plus de likes et de retweets. On ne peut quand même vraiment pas dire que ça se présente bien. Plus largement, l'intensification des programmes spatiaux, les plus répugnants, parce que commencer la destruction du ciel avant même d'avoir achevé celle de la Terre, il fallait oser l'inventer. Et la réification de plus en plus acharnée des animaux, conjointe à l'invisibilisation de plus en plus décomplexée des minorités et à la revendication toujours plus assumée de nos valeurs, alors même que nous sommes les coupables, ce n'est pas très bon signe. Alors, je ne sais pas ce que vous devez faire ou ne pas faire. Je sais juste une chose, c'est que le pire serait de continuer à l'identique. Le pire serait de ne pas remettre en cause chacune de nos certitudes
Le pire serait de nous aimer dans notre armure de prédateur. Faites ce que vous voulez, sauf ce qu'on attend de vous. Osez voir que ce qui est valorisé aujourd'hui comme une réussite relève essentiellement de la farce. Et donc, réussissez là où personnellement j'ai échoué. Ça serait un bon plan pour commencer. Merci. On va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre mention du système de valeurs parce que je pense que les scientifiques doivent se poser une question, c'est pourquoi je fais de la science, comment je fais de la science. Et ces questions, elles remettent forcément en question notre système de valeurs. C'est-à-dire que pourquoi je vais dans ce sens-là ou dans ce sens-là quand je fais de la science, ça... Enfin... en gros, pour moi, je pense que le scientifique ou l'ingénieur est un être profondément irrationnel, c'est-à-dire qu'il se revendique de la rationalité de la science, mais là où il se dirige dans la science, c'est son propre système de valeurs. Alors, quand on voit aujourd'hui que l'ingénieur redemande la technique, comme un alcoolique finalement qui redemande de l'alcool pour oublier son alcoolisme, que faut-il faire des ingénieurs? Est-ce qu'il faut la méthode douce, c'est-à-dire leur retirer leur verre d'alcool, ou éradiquer tout simplement les ingénieurs et les scientifiques? Et éradiquer les personnes, quand même, je n'irai pas jusque-là. Hein. Mais éradiquer les métiers, la question se pose. Bon, je vais essayer de vous donner mon avis un peu au-delà des ingénieurs, parce que tu as commencé ton intervention en disant les scientifiques, ce qui est peut-être plus large que les ingénieurs, et ce qui m'inclut du coup. Et là, je trouve que c'est effectivement indispensable de se poser la question. Je vous invite tous et toutes à écouter, on la trouve sur Internet facilement, une conférence de Alexander Grothendieck de 1972 donnée dans l'amphithéâtre du CERN. Donc, comme vous le savez, hein, Alexander Grothendieck, c'est plus qu'un très grand mathématicien. C'est le géant des mathématiques au XXe siècle, celui qui sans doute en a fait à lui seul autant que tous les autres réunis. Et donc, dans cette conférence qui a 50 ans, Grothendieck s'interroge sur la légitimité de la continuation de la recherche scientifique. Et cette conférence est remarquable d'intelligence, de nuance, de radicalité et de clairvoyance. Catherine Thomas, par exemple, considère elle aussi qu'il y a une connivence dramatique entre les sciences, y compris fondamentales, et la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Mon avis personnel est le suivant, mais je me trompe peut-être, et je le dis vraiment très humblement, je suis entièrement ouvert à toute vision différente. Moi, je crois que les sciences sont sur la brèche, en fait. C'est-à-dire que les sciences sont vraiment en position d'instabilité. Il y a clairement une science, qu'elle soit ingénierique ou fondamentale, peu importe, il y a une science complice, vraiment complice au sens le plus vil du terme, qui participe à cette machine de mort qui est sans précédent dans notre histoire. Ce n'est pas un détail, hein, c'est, pardon de la provocation, mais presque une complicité de terrorisme. Bon, ça c'est vrai. Mais il y a aussi une science qui, précisément parce qu'elle participe à la découverte d'un réel caché, d'un réel voilé, d'un réel non encore élucidé, peut réenchanter un être au monde qui est fondamentalement non mercantile. Moi, je pense qu'un gamin qui découvre des galaxies lointaines, là je parle de ma chapelle, mais c'est vrai bien au-delà de l'astrophysique, naturellement, il se passe aussi quelque chose qui a trait au merveilleux, au magique, au miraculeux, au sens le plus noble du terme, et qui n'a rien à voir avec ce désir d'accumulation qui est évidemment l'origine de notre perte. Et donc, il me semble que la science est vraiment dans une position critique. Elle peut se faire complice du massacre ou elle peut se faire en réalité arme de déconstruction massive parce qu'elle participe à la redéfinition du monde. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin.
Alors évidemment, tel que je l'ai présenté là, ça a l'air un peu facile parce que du coup, ça signifierait que peut-être, je ne sais rien, moi, les astrophysiciens comme moi seraient les gentils et les ingénieurs comme vous seraient les méchants. Et ça, c'est faux, bien sûr. Hein. C'est entièrement faux. C'est pas du tout ce que je pense. Et donc, je crois que la dichotomie entre ce qu'on pourrait appeler de façon un peu manichéenne, hein, le bon et le mauvais côté, c'est pas du tout ça en réalité. Je crois que beaucoup de scientifiques fondamentalistes sont dans la surenchère affirmatrice et répressive du système, et que, à contrario, beaucoup d'ingénieurs peuvent être dans l'exploration d'un ailleurs radical. Donc, c'est pas du tout c'est pas du tout une vision binaire triviale que je vous propose, mais je pense que peut-être plus que les artistes que j'ai tendance à voir pour l'immense majorité comme presque automatiquement du bon côté, parce que structurellement, ce sont des gens qui sont là pour renouveler notre rapport au monde. Il y a de mauvais artistes, il y a des escrocs, il y a des charlatans, bien sûr, mais je parle des bons. Je pense que nous, les scientifiques, on est sur la brèche. Il faut qu'à un moment, on choisisse notre camp. Soit on travaille pour renouveler le monde au sens le plus fort et on joue vraiment notre rôle dans la révolution à venir, soit on travaille dans la surenchère de ce qui est aujourd'hui en cours et notre responsabilité sera drastique. Parce que qu'on le veuille ou non, on est en situation de pouvoir. Ce n'est pas les artistes qui aujourd'hui drivent la société, c'est nous. Donc notre responsabilité, elle est concrète. Oui, c'est ici. À droite. Pardon. Malheureusement. Bonsoir Monsieur Barraud et merci pour votre intervention. Moi j'avais une question plutôt autour de votre discours et autour de ce que vous dites. Moi je pense qu'il y a un mot qui manque et qui n'intervient pas régulièrement dans ce que vous dites, c'est le mot capitalisme et il n'y a pas assez de remise en cause du capitalisme. Vous dites que c'est une condition qui n'est pas suffisante, mais c'est quand même le gros du problème. C'est-à-dire que l'accumulation des moyens de production et l'accumulation infinie de ces moyens de production rentre en contradiction totale avec les ressources qui sont, elles, finies. Et c'est vraiment le gros du problème, je pense. Et donc ma question, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas assez présent dans vos discours et pourquoi est-ce que... Non, ce sera tout. Oui, je vous remercie. Je comprends ce que vous dites, je crois que c'est tout à fait sensé, mais je ne le partage pas entièrement. C'est tout à fait vrai que le capitalisme est structurellement problématique. Une fois de plus, attention à l'effet paracétamol, ça ne veut pas dire qu'il n'a eu que des effets négatifs. C'est faux, ça. Bien sûr que le capitalisme a eu des effets positifs, c'est absolument indéniable. Aujourd'hui, on est dans le régime où ces effets deviennent systémiquement négatifs, et ça, c'est certain. Donc, vous avez raison. Mais je crois que c'est encore pire que ça. Je crois que le capitalisme, ce n'est lui-même qu'un symptôme d'une logique et d'un fantasme de prédation qui est en fait beaucoup plus profond que ça. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, à l'époque médiévale, où la France était une monarchie, une royauté, c'est pas du tout capitaliste, une monarchie, c'est un système qui n'a rien à voir avec le capitalisme. En termes de rapport de domination, c'était pas terrible. Hein. Quand vous regardez ce qui s'est passé, même dans l'Union soviétique, qui n'est pas communiste, on est bien d'accord avec ça, qui était un faux communisme, mais qui n'était pas non plus capitaliste. Bon, en termes environnementaux, ce n'était pas terrible non plus. Donc je crois vraiment qu'il y a indéniablement un problème avec le capitalisme. Il n'empêche que beaucoup des tentatives hors du capitalisme ont également été des échecs patents du point de vue des rapports de domination, d'exploitation, d'asservissement et de réification. Et donc, peut-être avez-vous raison, au sens où dans d'autres systèmes, c'est moins structurel le problème qu'avec le capitalisme. Ça, c'est peut-être vrai. Mais il faut quand même qu'on soit honnête et qu'on reconnaisse, me semble-t-il, quelle que soit nos sensibilités politiques, que c'est en réalité, enfin à mon avis en tout cas, ce n'est que mon avis, mais encore plus profond que cela. C'est mon avis. Merci Monsieur Barraud pour votre intervention. Durant votre intervention, vous avez présenté un modèle de société qui n'était pas viable. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment atterrir? C'est-à-dire, comment est-ce que nous, en tant que civilisation, en tant que société, vers où on peut légitimement se diriger, vers où on peut logiquement se diriger? Pas en tant que... J'aimerais peut-être
si je peux me permettre, que la réponse soit pas d'ordre philosophique, mais peut-être d'ordre technique. Comment est-ce que nous, en tant que société, on peut se diriger? Donc, juste, je reprends pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, comment résumer ça? Ce que tu dis, c'est que voilà, j'ai souligné un problème civilisationnel et que tu aimerais savoir comment nous pourrions atterrir finalement par rapport à cet état de survol instable dans lequel nous nous trouvions. Bon, n'en déplaise à mes détracteurs, je n'ai pas du tout une posture de gourou. Donc, il se trouve que la vraie réponse est « je ne sais pas ». Voilà, il n'y a pas de secte derrière moi, et donc j'ignore quelle est la bonne réponse. Je peux quand même donner quelques pistes. En fait, je vais encore, une fois de plus, tu vas me dire que je botte en touche et que j'esquive la question. Bon, donc pardon d'avance. Mais il me semble que, quelque part, c'est un peu étrange que nous nous disions, et je me le dis aussi, hein, donc je m'inclus dans l'étrangeté, bien sûr, que nous nous disions, mais que faire? Comment faire? Où aller? Comme si on était arrivé à un point où on ne voit plus bien ce qu'on pourrait faire d'autre. OK. Maintenant, prenons un peu de recul. L'immense majorité des sociétés humaines, contemporaines au sens large, c'est-à-dire des 20 derniers siècles, on va dire, qui ont habité cette planète, n'avaient pas du tout le même rapport au monde que l'humanité occidentale d'aujourd'hui. Donc, si on se demande comment habiter le monde, OK, on peut, comme tu me demandais de ne pas le faire, ouvrir des livres de philosophie ou que sais-je, de traités savants. Mais on peut aussi regarder ce qu'ont fait les autres. En fait, la grande majorité des êtres humains qui ont habité cette planète n'avaient pas du tout le rapport que nous avons aujourd'hui, disons, aux vivants non humains ou même aux autres humains. Et je trouve, pas du tout dans ton propos, hein, ne nous méprenons pas dans ton propos, mais dans une version caricaturale de ton propos qui n'a rien à voir avec la tienne, qu'il pourrait même y avoir quelque chose de raciste à dire oui, la situation est terrible, mais c'est ce qu'on est. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. En fait, c'est factuellement faux. L'immense majorité des humains qui ont habité cette planète n'avaient pas du tout cette vision-là du monde. Mais ce qui est terrible dans l'Occident contemporain, c'est que tu remarques que même ici, en France, sur des détails, n'importe quelle petite distance culturelle par rapport à nos normes, qui sont évidemment très changeantes, hein, parce qu'il y a 50 ans, quand moi je suis né, le monde était totalement différent d'aujourd'hui en termes d'attente. Bon, n'importe quelle petite variation culturelle, disais-je, est considérée comme insupportable, comme une agression à la République éternelle. Et donc tu vois qu'en fait, on s'est placé dans un rapport au réel qui fait que tout décadrage nous paraît insupportable. Bon, voilà, la réponse un peu théorique, certes, c'est que les exemples d'autres manières d'exister ne manquent pas. La réponse pratique, si vraiment tu en veux, on sait, n'est-ce pas, la hiérarchie des petits gestes, hein, on sait très bien, Jean Covici explique ça parfaitement, ne pas prendre l'avion, ne pas manger de viande, ne pas avoir de bagnole, ne pas se chauffer au fioul, bon, tout ça, on sait très bien tout ça. Mais ça, je ne veux pas le dire, bon, je viens de le faire, mais bien que Jean Co soit super et je l'aime beaucoup et il est très fort, mais je ne veux pas le dire parce que premièrement, c'est que sur la question climatique, or ce n'est qu'un tout petit bout de la question, et ensuite, c'est quand même rater la finalité. Et donc, moi, je crois vraiment que le truc le plus fort qu'on puisse faire, ce n'est pas de se dire comment me restreindre, c'est de se dire, mais en fait, si vous faites ce que j'ai dit là, si vous fermez tous les réseaux sociaux ce soir, est-ce que vous allez vraiment vous restreindre? Vous allez voir, parce que je l'ai fait. Hein. Moi, j'avais 200 000 abonnés, Facebook, machin. Je l'ai fait il y a 2-3 ans, j'ai tout fermé. Pendant 2-3 jours, on s'ennuie un peu à l'arrêt de bus, quoi. On se dit, merde, on prend son téléphone, là même sur un Fairphone, on fait ça, on se dit, merde, il n'y a plus rien, quoi. Au bout de 4 jours, 5 jours, on commence à prendre un livre. Au bout d'une semaine, on se dit, mais putain, qu'est-ce que je vais mieux, quoi. Et donc, on se rend compte que ce qui nous apparaît comme un effort, c'est en réalité un enrichissement. Et donc, moi, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est juste qu'on se dise... ok, la première année, je ne vais pas partir en vacances à l'autre bout du monde, je parle des gens riches, hein, parce que les autres, ils ne se posent pas la question, je vais rester en France parce que quand même, je suis éco-responsable. Donc c'est un effort. Puis 2 ans après, on se rend compte qu'en fait, l'Ardèche, je suis désolé, mais c'est aussi beau que le Canada, quoi. Et que donc, en réalité, on n'a rien perdu. Et donc, je trouve que très vite, ce qui pouvait être initié sous la forme d'une sorte d'éco-responsabilité un peu neuneux bobo, peut s'inverser en un véritable
inversion des rapports, si tu veux. Moi, j'ai une voiture de sport. Moi, j'ai fait toutes les conneries. Hein, donc, je viens du monde pourri que j'ai décrit. Maintenant, j'ai plus de voiture du tout. Mais aujourd'hui, putain, je me dis, mais si je devais conduire une Porsche, ne serait-ce que 10 minutes, je me cacherais, quoi. Je me sentirais ridicule. Je me sentirais grotesque. Et ça, en fait, c'est plus un effort. Aujourd'hui, je ne me prive pas de ne pas avoir de voiture. Je me sens beaucoup mieux. Je peux lire quand je prends le bus ou quand je prends le train. C'est génial. Alors, quand tu as ton volant, là, tu peux rien foutre d'autre que prendre ton volant. Bon. Là, j'ai pris une voiture, d'ailleurs, pour venir à la conférence que m'a prêtée ma maman. Et alors, j'ai écouté France Culture dans la voiture. Donc, on peut quand même faire des trucs bien en voiture. Alors, j'ai écouté une émission géniale. Le type qui a été interviewé avait l'air très intelligent. Je le dis sans ironie. Mais alors, sur le fait qu'il faut, évidemment, éviter la récession et que, 2, il faut absolument que la Chine développe plus de haute technologie pour rester dans la compétition mondiale, il n'y avait absolument pas débat. Et c'est un type qui a écrit un livre, d'ailleurs, sur réenchanter l'économie par l'écologie ou quelque chose comme ça. Donc, ça va être une écologie très soft, hein, quand même. Merci. Pardon, ici, en haut. Merci, Monsieur Barraud, de nous secouer un peu au-dessus. Au-dessus, voilà. Merci de nous secouer assez brutalement. On en a besoin tous, je crois. Moi, je voulais revenir sur un des aspects que vous avez évoqués de Donella Meadows, a priori, sur ces fameux effets leviers et le fait que ceux qui auraient le moins d'impact, les nombres, les paramètres, etc. Et par rapport justement à l'intervention que vous venez de faire sur peut-être les autres manières d'être au monde, est-ce qui pourrait nous permettre de nous réenchanter, de nous aider à revisiter les choses différemment. Peut-être que, comme on a besoin, nous, en tout cas, société occidentale, est constituée de paramètres et de chiffres et d'indicateurs, peut-être revoir, dans un premier temps, ces indicateurs, et au lieu de toujours considérer les mêmes qui sont à but de croissance avec le PIB, etc., juste revoir ces indicateurs qui sont les indicateurs de réussite et, je ne sais pas, réintégrer des indicateurs tels que, je dirais, le bien-être, la santé, mais également des indicateurs esthétiques tels que le beau, le bon, le doux, enfin, des choses qui sont beaucoup moins effectivement mesurables avec les échelles qu'on a à l'heure actuelle, mais justement créer des nouvelles échelles, peut-être s'inspirer de ces fameuses autres manières d'être au monde. J'encourage tout le monde ici à lire Descola et Pignocchi, le dernier ouvrage, qui est une vraie plongée dans ces réflexions-là. Et voilà, j'aurais voulu avoir votre idée là. Effectivement, ces paramètres sont peut-être pas hyper efficaces dans ces 12 leviers dont vous avez cités, mais est-ce qu'ils ne seraient pas une porte d'entrée pour nous permettre d'accéder aux autres ? Oui, vous avez, je crois, parfaitement raison. C'est très intéressant et c'est très exact. Je partage votre propos, donc je vais être très bref, simplement vous remercier. Il me semble que peut-être le stade encore supérieur, c'est finalement quand même de se passer d'indicateurs, parce que finalement, la plupart du temps, c'est quand même un grand jeu de dupes, quoi. Voilà, moi, dans mon métier, par exemple, en recherche scientifique, on est quand même évalué. Et je trouve d'ailleurs que les instances du CNRS sont de plus en plus intelligentes. Je le dis sans fragornerie, parce que d'ailleurs, moi, je ne dépends pas du CNRS, je dépends de l'université. Mais vraiment, les critères d'évaluation sont de plus en plus intelligents. Je trouve que les gens sont bienveillants, ils ont compris que le nombre de publications, le nombre de citations, l'indice H, etc., c'était de la merde. Donc, ils l'utilisent de moins en moins. Et je trouve ça très bien. Mais aucun n'a quand même l'audace de dire oui, enfin on peut peut-être juste arrêter d'évaluer parce que en fait c'est juste pas la question, ça marche pas comme ça. On sait tous que Einstein aurait été très mal jugé sur l'essentiel de sa carrière, donc on sait très bien que la pensée disruptive ne fonctionne pas de cette manière, et on sait très bien que les gens qui vont passer beaucoup de temps à faire leur dossier vont finalement être bien évalués, et que ceux qui font vraiment de la recherche généralement sont assez flemmards sur les dossiers d'évaluation et que ce sont les meilleurs chercheurs. Donc peut-être qu'il faut oser aussi sortir de ça, comme avec les étudiants. Mais alors là, par exemple, c'est une question qui est difficile. Moi, je suis prof, hein, donc il y a sans doute des profs dans la salle. J'adorerais vraiment, et j'en parle tous les ans avec mes étudiants d'ailleurs, valoriser une intelligence collective qui ne soit pas de la compétition, qui ne soit pas du bachotage, qui ne soit pas de l'acquisition mécanique de compétences en adéquation avec les attentes du prof,
Une fois qu'on a dit ça, c'est compliqué. Je sais que c'est dur à faire. Parce que si je leur dis simplement, écoutez, on fait un cours chouette, mais il n'y a pas d'évaluation, à la fin, ils ont 0 ECTS, et évidemment, c'est un peu embêtant pour eux. Donc, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on est dans un réseau de contraintes où tout acte qui est un tout petit peu transgressif a des conséquences, et des conséquences négatives sur certaines personnes qui en feront les frais. Donc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais... Finalement, ça revient à la question d'avant, quoi. La personne qui a pris la parole demandait des choses concrètes. Je pense sincèrement et concrètement que se dire que ce soir ou demain soir, au lieu de réviser ses cours, on va visiter une expo, on va lire de la poésie, on va écouter de la musique, enfin ce qu'on veut. Oui, ça c'est un acte concret que je pense signifiant. Voilà. Bonsoir, je suis là, le parapluie. J'apprécie également que vous abordiez le problème du point de vue axiologique. Donc ma première question, c'est quels sont les noms des valeurs que chaque scientifique, chaque ingénieur devrait cultiver? Et ma deuxième question, je vais commencer par une remarque. On est aujourd'hui conscient qu'il existe des limites planétaires. Et dans le respect de ces limites, il y a des pratiques scientifiques ou d'ingénierie qui ont du sens. Et l'expression des talents des ingénieurs ou des scientifiques peut être tangentiellement, c'est un de vos mots, a priori vertueux et fertile. Pour autant, de telles pratiques idéales, c'est-à-dire sans dommage pour le vivant, au moins passager, on a du mal à l'imaginer. Et est-ce que pour vous, c'est un motif de culpabilité, par exemple? Je vous remercie, c'est des questions très intéressantes. Bon, pour ce qui concerne les valeurs, en fait, le problème, c'est ce que je voulais dire en introduction, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord. Et ça, ce n'est pas une question scientifique, par essence. Je connais des gens très sympathiques, très généreux, très recommandables, pour qui la question animale, par exemple, n'a aucune importance. C'est-à-dire que ce sont des gens pleins d'empathie. Alors, savoir que des enfants meurent en Afrique, ça leur est insupportable. C'est vraiment pas des salauds. C'est des gens qui ont envie que l'humanité se porte mieux. Ils ne sont pas indifférents au sort des pauvres gens. Mais alors, que les animaux souffrent atrocement, disparaissent par milliards, leur est totalement indifférent. Ça, ce n'est pas une question scientifique. C'est vraiment une question de choix. Or, pour le moment, quand on se dit est-ce que ça va aller, est-ce qu'on va s'en sortir, est-ce qu'il y a une solution, on n'a même pas défini à gros traits en fait ce qu'on voulait. Bon, moi, à titre personnel, je trouve que le problème de la souffrance animale est un problème immense. Je crois que dans 50 ans, on reverra cette question exactement de la même manière qu'on avait, dans le passé, réifié ou déconsidéré la souffrance des peuples colonisés, etc. Non pas bien sûr au sens où les peuples colonisés sont des animaux, évidemment, ou alors au sens où nous sommes tous des animaux. Dans ce sens-là, bien sûr, ça me convient. Et donc, ça, c'est ma conviction. Mais il est tout à fait possible de ne pas la partager, parce que là, elle n'est pas scientifique. Ce qui est scientifique, c'est effectivement de dire que les animaux souffrent, ça c'est sûr, qu'ils ressentent la douleur, qu'ils ressentent l'angoisse, qu'ils ressentent le stress, qu'ils ressentent toutes ces choses-là, ça il n'y a aucun doute là-dessus, ça c'est scientifique. Mais la question de savoir si ça nous intéresse ou si on s'en fout, ça c'est pas une question scientifique, effectivement. Et donc je crois que les valeurs, je peux vous dire les miennes, mais on s'en fiche un peu finalement. Ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'on décide collectivement de ce qui nous importe. Et honnêtement, je ne vois pas comment être un tant soit peu optimiste. Je veux dire, on fait face au plus grand défi de notre histoire. Il n'y a pas un seul pays dans le monde, pas un seul, qui a choisi un ou une chef d'État qui aurait une maigre, on va dire, coloration écologiste. Pas un. Ce qu'on voit apparaître essentiellement partout aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Bon, alors, on peut tous se tenir par la main et chanter en chœur, ça va bien aller, mais enfin, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. C'est que ce sont clairement des valeurs de repli identitaire, de mépris de la différence et d'inquiétude face à l'étrangeté, alors que précisément, si on était, même par égoïsme en fait, même pas par altruisme, même par égoïsme, on devrait s'inspirer de l'ailleurs. Parce que la seule chose qui est sûre, c'est que on se plante. Voilà. Nous sommes la civilisation de l'échec. Donc même par égoïsme, on devrait regarder ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe ailleurs. Et on ne le fait pas.
clairement, non seulement on ne le fait pas, mais on le fait de moins en moins. Donc voilà, je veux pas dire ce que sont les valeurs que j'aime, qui sont probablement en partie les mêmes que vous et en partie différentes des vôtres. Ce que j'aimerais, c'est qu'on ait un débat politique qui mette sur la table le minimum commun sur lequel on s'accorde. Et le fait est qu'on ne l'a toujours pas fait, ça. Voilà. On ne l'a toujours pas fait. C'est quand même, la question est assez simple, quoi. Je veux dire, quand bien même ça aurait un petit coût pour l'économie française, est-ce qu'on préfère voir des gens mourir en mer ou est-ce qu'on préfère supporter ce petit coût? Bon, c'est une question facile quand même. On pourrait y répondre collectivement, en notre âme et conscience. Mais on ne l'a pas vraiment mis sur la table. On est entre deux eaux, quoi. On essaye de les foutre dehors et puis de temps en temps, quand c'est quand même trop médiatisé, on en accueille quelques-uns. Enfin, pas tous, si j'ai bien compris, on va les redispatcher en France parce que quand même quelques dizaines, en Europe, quelques dizaines de personnes en France, ça ne serait pas supportable, évidemment. Donc voilà, je crois vraiment que... Enfin, moi, je ne veux pas donner les bonnes valeurs. Je ne les connais pas. Je voudrais juste qu'on en parle, parce qu'on n'en parle jamais. Dans une élection présidentielle, on discute des programmes économiques, mais on ne discute pas des valeurs. Voilà. Alors, pour ce que vous disiez sur l'ingénierie, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ma réserve, c'est que vous disiez que ces gestes vertueux peuvent être, si j'ai bien compris, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais peuvent être pour un temps vicieux ou en tous les cas avoir des effets délétères. J'ai un peu l'impression que c'est l'inverse, moi. J'ai un peu l'impression qu'on peut trouver toujours des solutions qui pour un temps vont marcher, parce qu'en effet, on va rafistoler le truc qui est en train de se casser la gueule, et donc on va inventer une techno, ça arrive, c'est vrai, qui va, pour un temps, résoudre un problème. Mais ce que je crois, moi, c'est l'inverse, c'est que c'est dans le long terme, en fait, qu'on perd quasiment à tous les coups. Quasiment, hein, parce que quand même, quand je vais chez le dentiste, je suis content de bénéficier d'une anesthésie. Donc je ne dis pas qu'il faut, bien sûr, oublier tout ce qu'on a appris. Et j'ai moi-même un téléphone portable, naturellement. Mais là, écoutez, franchement, vous avez vu la 5G, quoi, c'est un truc de dingue, quand même. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire avec la 5G que vous ne pouviez pas faire avec la 4G? Strictement rien. Littéralement rien. Et on l'a fait quand même. Et quand le débat a été mis sur la table, le président de la République a insinué que ceux qui réfléchissaient là-dessus étaient des Amish. Et le président du MEDEF a déclaré qu'il était très inquiet que certains Français aujourd'hui soient contre le progrès. Mais c'est voilà une question axiologique. Osez nommer ça progrès. Vous avez une techno qui est dramatique en termes de consommation, qui est dramatique en termes d'addiction, qui est dramatique en termes de pollution, et vous appelez ça progrès. Mais c'est des grands malades, en fait. Mais c'est pas mis sur la table, quoi. Voilà. Alors néanmoins, bien sûr, il peut y avoir des inventions intéressantes. Hein. Je le nie pas. C'est très compliqué de séparer le bon grain de l'ivraie a priori. Je sais pas. Bonjour. Bonjour. Juste là. Peu importe. Ah, oui. Je me posais une question. Je vais faire de la redite de mon camarade tout à l'heure, mais vous avez parlé de système d'axiomes, mais le système d'axiomes dans lequel on vit, on interagit, qui a fait qu'on est en école d'ingénieur, le système d'axiomes, il n'est pas neutre en fait. C'est un système d'axiomes, on est tous là, on est une armée de gens qui avons fait... suivi un certain cursus, subi une certaine sélection pour atteindre un certain, comment on appelle ça, certaine école. Et du coup, c'est aussi dans des objectifs capitalistes. Et les axiomes dans lesquels auxquels nous sommes tous soumis et que nous suivons de façon consciente ou non sont capitalistes. Du coup, moi, je n'arrive pas à envisager comme horizon dépassable autre chose qu'abattre le capitalisme en tant que tel. Voilà. Du coup, c'était ça ma question. Et puis aussi, dire vite fait un mot sur l'expérience de l'URSS. Il y a des historiens qui se sont intéressés à la question pour dire que voilà, la concentration des capitaux, ça ressemblait beaucoup à ce qu'on appelle un capitalisme d'État. Du coup, même là, je ne trouve pas que le contre-exemple soit suffisant. Voilà. Oui, mais là encore, hein, je suis entièrement d'accord avec vous et loin de moi le désir de défendre le capitalisme. Et je suis tout à fait d'accord, je le redis une fois de plus, que bien évidemment l'URSS n'était pas un système communiste, ça c'est tout à fait certain aussi, donc on est d'accord là-dessus. Ce que je crains simplement, si vous voulez, c'est qu'on rabatte
un problème gigantesque sur nos sensibilités, on va dire, presque plus militantes que politiques. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes de gauche, bon, peut-être là, vous voyez une sorte de motivation supplémentaire pour agir pour une déconstruction du capitalisme, ce qui est raisonnable. Mais on pourrait être aussi, et certains le font bien sûr, qui viennent par exemple d'un milieu militant féministe, y voir une région de déconstruction du patriarcat, parce que là aussi, les liens existent. Mais d'autres pourraient y voir un motif de déconstruction du colonialisme, parce que là aussi, les liens, alors non seulement ceux-là, ils existent, mais ils sont même éclatants, et ainsi de suite. Et tout ça peut être justifié par de très bons arguments, c'est vrai. Mais, et toutes ces valeurs, d'ailleurs, moi, me conviennent très bien, à dire vrai. Mais, enfin, la déconstruction de ces valeurs me conviennent très bien. Mais je reste quand même convaincu que c'est un peu trop facile. Que si vous voulez, ça veut dire on vient avec comme ça un système de valeurs, et pour faire face à un problème qui n'est pas inhérent à ces valeurs, parce que les Mayas ont totalement bousillé leur environnement et n'étaient probablement ni capitalistes ni colonialistes. J'en sais rien à dire vrai pour colonialiste. En revanche, patriarcat, ça, lui, généralement, il est toujours là. Donc, probablement, ça, il n'y échappait pas. Donc, voilà, je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'il faut penser encore plus large que ça. Voilà, c'est mon avis, en tout cas. Oui. Bon, eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Je voudrais, moi, faire une courte intervention et une remarque. À la fois auprès de l'étudiant qui a parlé de... Il a dit comment atterrir ou que faire, qu'est-ce qu'il y a de concret. Mais d'abord, je voudrais commencer par remercier Centrale Supélec parce que moi, je viens ici de l'extérieur du monde académique. Je suis menuisier à Orsay et je remercie Aurélien Barraud que je suis par ailleurs et je m'associe à la cohorte des élèves qui sont là et qui se demandent ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Et évidemment, j'ai écouté attentivement, et ça fait quelques années que j'écoute attentivement et que je me sens concerné. Et pour répondre d'abord, après peut-être à la deuxième question sur les valeurs, mais pour contribuer à la réflexion collective, c'est de dire que comment atterrir et que faire concrètement aujourd'hui, je peux vous dire que ça a déjà commencé, mais ça a commencé bien avant Aurélien Barraud. C'est-à-dire ça a déjà commencé, et nous sommes tous à l'œuvre d'un processus qui sera plus long que votre propre période de vie. Donc ça, c'est ma première remarque. Et ça a commencé, vous avez nommé ça, et on voit bien que vous n'êtes pas seul parce que vous êtes très inspiré. Vous avez épuisé par votre expérience, mais aussi par votre capacité, votre lucidité que vous avez développée, soit par vos dons naturels, soit par votre étude acharnée. Et c'est exactement ce que vous avez en commun avec les étudiants qui sont rassemblés ici. C'est que vous avez acquis un certain nombre de connaissances, que vous avez décidé de transformer votre regard sur le réel. Bon, ben ça a déjà commencé bien avant Aurélien Barraud et bien ce soir. Et vous avez nommé, je ne vais pas le faire rétroactivement, mais vous avez nommé des gens qui sont encore vivants, Denis Meadows et Nonella Meadows. Personnellement, je n'ai pas lu le rapport Meadows, mais j'ai lu le livre de René Dumont, 1973, pareil. Dans ce livre de René Dumont, il y a la même chose que dans celui-là en 2019. La même chose. Et pourtant, ce n'est pas du plagiat. C'est juste de la redite. Donc vous allez passer votre vie à entendre des gens qui vous redisent des choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est choisir. Donc ça, c'est la première remarque. Qu'est-ce qu'il y a de concret à faire? C'est choisir. Et ensuite, choisir, ça veut dire s'inscrire dans la durée. Ne pas croire que vous allez réussir. Parce qu'ensuite, il faut assumer. Et là, vous êtes bien placé, parce que vous développez des aptitudes au calcul, des aptitudes à la résistance. Et selon moi, ce qu'il va falloir faire sur plusieurs générations, c'est répartir la charge. Il y a une charge qui va vous incomber, déjà de comprendre ce que Aurélien et d'autres ont commencé à énoncer. Ce sont les périls qui sont énoncés. Et ça repose sur une seule génération. Et cette génération, elle est portée par René Dumont. C'est-à-dire, vous êtes la suite, la chambre d'écho de René Dumont. Et moi, je vous en tire mon chapeau, parce que comme vous, je n'étais pas immédiatement disponible à l'âge de 15 ans pour savoir quels étaient les périls. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui regarde le temps avec l'expérience, ça fait de moi quelqu'un qui regarde la durée beaucoup plus longue que sur une période de vie. Et ça, c'est, à mon avis, le plus important. Et vous avez cité Jancovici pour ramener les choses au présent, mais Jean-Marc Jancovici, il habite à Orsay,
j'ai eu l'occasion, non pas de le rencontrer, mais d'écouter aussi ses conférences. Ça fait 25 ans qu'il répète la même chose. Je n'ai pas amené son livre là, qui s'appelle « Changer le monde », mais ça fait 25 ans qu'il répète la même chose. Et je l'ai entendu il y a 3 jours à la conférence parlementaire qui est publiée sur Internet. Il dit la même chose que dans son livre, dans ses bouquins, dans ses conférences, à des députés qui se posent des questions encore aujourd'hui, en 2022. Donc, vous êtes les activateurs directs, grâce à votre captation et à la capacité d'analyse que vous avez, pour choisir, assumer et changer et répartir la tâche. Ça, c'est sûr et certain. Bon, ça, c'est pour vous donner quoi faire. Et puis ensuite, changer de paradigme et d'indicateur. Bon, c'est des mots qui se renvoient la balle. Hein. Ce qu'il faut à un moment, c'est aller vers quelque chose qui soit cohérent avec ce qui a été identifié il y a un petit moment. Et on peut remonter à avant René Dumont. Hein. On peut remonter aux empires qui se sont créés au XVIIIe siècle. Et l'histoire nous renseigne beaucoup sur qu'est-ce que nous sommes en train de subir sur le plan géopolitique et donc sur le plan pratique. Et après, sur le plan technique, vous en saurez de toute manière toujours plus que tout le monde. Et en ce qui concerne, non pas cette remarque, enfin c'est une remarque liminaire, mais il y a aussi une action concrète, c'est qu'il faut repenser les usages de l'esprit et de la main. Ça, c'est sûr et certain. Alors je le mets dans une variable très très ouverte, mais il faut repenser les usages de l'esprit et de la main, répartir la charge. Moi, je vous laisse faire la chose, mais là, Aurélien a vraiment beaucoup dit, quoi. Moi, je ne fais que venir corroborer ça et donner mon soutien, l'énergie que j'y mets dedans pour que ce système de valeurs, s'il est important que ça soit régi en système, puisse être applicable par des esprits comme les vôtres. Voilà. Donc j'ai juste ça à vous dire, c'était une chance. Je te remercie. Juste 5 secondes de remarque, parce que c'était pas une question. Je trouve que ça, un des points que tu as évoqué, c'est notre seule réussite. C'est que je me souviens, moi j'étais trop petit quand René Dumont était candidat, etc. Ma maman me racontait que c'était quand même la risée. Quoi. La risée du peuple français, c'était, vous savez, le vieux monsieur aux cheveux blancs qui nous gave avec ses histoires d'animaux, là, mais bon, qui était vraiment, vraiment pas sérieux. Je trouve que ça, sauf chez ceux qui avaient compris, évidemment. Mais bon, globalement, c'était l'image d'un bouffon. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on a réussi, c'est que chez les gens un peu cérébrés, le sérieux a changé de camp. Voilà. On peut faire des concessions, moi j'en fais, vous en ferez, on en fait tous, mais il n'empêche que même quand on fait des concessions, au fond de nous, on sait tous quand même que les économistes néolibéraux, ce sont eux, les bouffons, qui ont comme prémisse de leur système des hypothèses qui sont juste débiles en réalité. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise plus, parce qu'on vit dans ce monde et on n'est pas pur, et c'est pas grave. Mais au moins, je crois que dès qu'on a réfléchi une demi-heure au problème, on sait quand même où est l'analyse sérieuse. C'est notre petite réussite. Ouais. Merci pour l'inspiration que vous nous donnez. Justement, je voudrais insister sur ces économistes-là. Donc, vous parlez beaucoup des gens qui font de la théorie des systèmes, qui nous expliquent qu'on va sur un effondrement. Par contre, quand on regarde les scénarios du GIEC, ce scénario d'effondrement, il n'est pas du tout pris en compte par les économistes. Pourtant, il n'y a pas que des économistes libéraux dans les universités. Donc, comment est-ce que vous expliquez que finalement, il n'y a pas de scénario d'effondrement plausible pour le monde économique qui soit pertinent à prendre en compte dans l'évolution du monde? Oui, en fait, moi, mon problème avec l'effondrement, c'est que, en fait, pour moi, c'est déjà plus une hypothèse. Enfin, là, en quelques dizaines d'années, on a flingué essentiellement 70% des êtres vivants de la Terre. Ben putain, si ça, c'est pas un effondrement, je sais pas ce que c'est, moi. C'est fait. C'est fait. Donc je comprends même pas de quoi on parle, en fait, en se disant ça va avoir lieu. Ah oui, oui, peut-être pour nous, pour vous et moi, qui sommes des ultra-privilégiés, des riches dans un pays riche, effectivement, on ne s'en rend pas encore compte au quotidien, évidemment. Mais si on regarde quand même avec un tout petit peu de dézoom, je ne comprends même pas comment on peut croire qu'il n'y aura pas d'effondrement lorsqu'on a déjà perdu les 2/3 des êtres vivants. Ça dépasse mon entendement, ça. Et que l'humanité perd, je vous ai dit, à peu près 2,5 années d'espérance de vie à cause ne serait-ce que des particules fines qui sont un infime aspect du problème. Donc finalement, pour moi, la question de l'effondrement, elle ne se pose même pas en est-ce que ça aura lieu, quand ça aura lieu. Si la disparition des 2/3 des vivants n'est pas un effondrement, je ne comprends pas ce qui peut mériter
un tel qualificatif. Donc, pour moi, on est dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui ne veut pas dire qu'on va tous mourir, hein, évidemment. Ça, là, je ne parle pas d'un effondrement délirant, excessif ou que sais-je. Je dis juste qu'on est dans un effondrement qui est absolument majeur à l'échelle géologique. Ça, c'est une vérité factuelle. Bon. Ensuite, pourquoi on n'en parle pas beaucoup? Alors, je ne suis pas moi-même membre du GIEC, hein, puisque je ne suis pas climatologue, donc c'est normal. Mais j'ai discuté avec pas mal de gens qui travaillent sur ces rapports. Et je crois vraiment qu'ils ont décidé, non pas de mentir, parce que ce sont des scientifiques, mais de se tenir quand même à une ligne motivante pour la population. Et pour eux, la ligne motivante, c'était quand même toujours d'être plutôt du côté édulcoré, du côté optimiste, parce qu'il y avait cette ritournelle dans nos esprits qui est, si on inquiète trop les gens, et qu'ils ont l'impression que de toute façon, plus rien ne peut être fait, alors rien ne se passera. En ce qui me concerne, je crois que c'est une très grave erreur psychologique, ça. Je l'ai dit, par exemple, aux gens de la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une bouffonnerie parce que l'exécutif a décidé de ne pas en tenir compte, mais en revanche, ce qui a été très intéressant du point de vue du travail des citoyens, et ils ont dit, hein, après avoir réfléchi, que ce qu'ils considéraient, enfin ceux avec qui j'ai parlé en tous les cas, ce qu'ils considéraient être la seule vraie recommandation utile, c'était renoncer à la croissance. Que tout le reste relevait essentiellement des détails. Mais ils ont décidé de ne pas le mettre, parce qu'ils se sont dit, ça c'est tellement gros que si on le met, on ne pourra pas être suivi. Donc on enlève la recommandation principale pour mettre des choses qui pourront être adoptées par l'exécutif comme un premier pas. Bon, in fine, l'exécutif a essentiellement rien adopté du tout. Donc on a perdu finalement sur tous les fronts. Et je crois que c'est un peu pareil avec le GIEC dans une moindre mesure. C'est-à-dire que pour conserver la motivation des troupes, on ne veut pas envisager le pire. C'est très étrange en fait. Parce qu'en effet, quand vous regardez les scénarios les plus réalistes eu égard à la manière dont les choses se déploient, on n'est pas du tout aujourd'hui sur les scénarios qu'ils appellent le bleu, là, où on a quelque chose de gérable. Les scientifiques ont très peur de faire peur quand même. Ils ont tellement peur de se tromper par excès qu'ils sont très souvent dans un geste de réserve qui devient presque un peu coupable. Oui, c'est embêtant ça. C'est embêtant. C'est pour ça qu'il faut des passeurs. Vous voyez, elle a été très moquée et très mal reçue par beaucoup de gens, mais finalement, Greta, c'était son rôle. C'est quelqu'un qui essayait de faire le lien entre un rapport du GIEC que personne ne lit parce que ce n'est pas notre boulot, et ce qui est audible, sans dire de bêtises, mais en disant les choses de façon un peu musclée. Bon, finalement, c'était pas mal. Et là, on a vu que le bon vieux mâle blanc occidental ne supportait pas qu'une jeune fille lui fasse la leçon. Et ça a été incroyable. Vous avez vu ça? Les vieux cons là, qui sont sortis du bois comme le loup. Des gens qui ne parlent jamais, qui ne s'expriment jamais, qui ne tweetent jamais, là quand même, ils ont pété les plombs. Ah non, là c'en est trop. Faites taire cette gamine. Ah oui, elle a 15 ans et elle a raison. Terrible. Et c'est une fille. Alors, ouais, je sais que Jean-Co fait très attention à ça. Moi, je suis pas trop pour les trucs autoritaires là-dessus. Je sais pas. Bon. En gros, moi, dans ce débat-là, c'est un débat sur la façon dont on vit dans notre, c'est un débat sur la façon dont on vit dans notre société, etc. Mais j'ai l'impression que souvent, on ne parle pas des impacts que ça peut avoir au niveau de la géopolitique, parce que même si le monde dans lequel, enfin, un monde qui serait souhaitable, ce serait un monde avec moins de rapports de force ou des rapports de force plus justes. Malgré tout, on le voit là avec la guerre de Poutine, mais on le voit aussi avec la Chine et Taïwan, etc. C'est quand même un monde qui est encore régi par des rapports de force, et ces rapports de force, ils dépendent encore énormément de la puissance économique, des nouvelles technologies, etc. Et quand on regarde un pays comme la Chine, ils veulent tout faire comme nous, entre guillemets, en termes de modèle, mais sans... Alors qu'en fait, nous, on est encore des démocraties, donc le débat, il peut au moins exister, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, si on décide de décroître, etc., et de renoncer à notre modèle qui nous permet d'avoir cette puissance, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de laisser à des gens moins scrupuleux la place d'avoir cette puissance dans le monde sans avoir forcément les mêmes scrupules que nous, quoi.
Enfin, évidemment, on n'a pas eu ces scrupules-là tout au long de l'histoire en tant que civilisation en Occident. Ça, c'est indéniable. Mais bon. Oui, bon. D'abord, une remarque, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Tu mentionnes comme exemple de violence la Chine et Poutine. C'est vrai. Je ne le conteste pas du tout. Mais enfin, pourquoi toujours prendre quand même l'exemple des autres ? Regarde le livre de Chomsky, par exemple, publié il y a une dizaine d'années, où il explique que depuis la Seconde Guerre mondiale, le néocolonialisme européen a fait vraisemblablement 50 millions de morts, européens et américains, hein, j'entends. C'est probablement l'origine du plus grand nombre de massacres qui a jamais eu lieu dans une période de temps aussi courte. Donc oui, violence il y a, j'en conviens, mais pas seulement violence des autres. On sait très bien que si on a ça aujourd'hui sur nos tables, c'est parce que des enfants esclaves travaillent en Afrique. Hein. Donc c'est une violence insidieuse, peut-être moins brutale et flamboyante que celle de Poutine, mais in fine, les gens meurent quand même pour qu'on ait ça et ça. Donc nous sommes aussi concernés. Au-delà de cette remarque, je comprends ce que tu dis et tu as raison. Voilà, je peux que le dire comme ça, tu as raison. Maintenant, moi je voudrais juste poser les choses dans l'autre sens, en disant c'est vrai que mettre fin à un certain type de rapports géostratégiques globaux serait difficile, voire très difficile. Mais retirer le CO2 de l'atmosphère sera impossible. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Comme vous le savez, il n'y a pas d'épuration chimique du CO2, il n'y a que épuration physique, autrement dit, équilibrage des pressions partielles au niveau de l'océan et photosynthèse. Et encore, je ne parle que du CO2 qui, comme je l'ai réitéré 1000 fois, n'est qu'un petit aspect du problème. Et donc, si on compare, deux choses impossibles. Première chose impossible, changer la géostratégie mondiale. Deuxième chose impossible, épurer le CO2. Le fait est que la seconde est quand même beaucoup plus impossible que la première. Parce que la seconde est physiquement impossible. Alors que la première ne demanderait qu'aux 150 personnes qui sont censées nous représenter de faire preuve d'un peu de sérieux et de dignité. Alors, je veux bien, moi, que l'ONU soit pire qu'une cour de récréation de CM2, mais quand même, ces gens sont censés avoir quelques neurones et un minimum de préoccupation pour le bien commun. J'aimerais être sûr qu'ils essayent vraiment. Je n'en suis même pas persuadé à ce stade. Si nous sommes à ce point immatures que nous préférons le suicide collectif à l'entente géostratégique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est qu'on l'aura choisi et qu'on l'aura voulu. Et voilà. Ah oui, il y a quelqu'un qui... Je peux? En fait, je n'ai pas vraiment de questions, c'est juste pour établir l'équilibre homme-femme. Je voulais savoir, en fait, merci pour votre intervention très pertinente, si concrètement et immédiatement, il y a quelque chose qu'on pourrait faire au niveau de l'enseignement au sein des écoles d'ingénieurs. Est-ce qu'on introduit plus de cours de poésie et de philosophie? Est-ce qu'on les ferme? Est-ce qu'on enferme les gens, qu'on suggère à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose de sérieusement, de concret qu'on peut faire tout de suite pour virer plus dans votre direction? Oui, cette question des écoles d'ingénieurs, elle est compliquée parce que je ne remets pas du tout en cause, hein, évidemment, la compétence des élèves qui sont là, des professeurs encore moins, des élèves, les concours sont difficiles, etc. Ça, tout le monde le sait, c'est même pas la peine de le rappeler. Mais en fait, il est nécessaire qu'il y ait des écoles d'ingénieurs. On ne peut pas comme ça dire d'un seul coup, allez hop, on ferme toutes les écoles d'ingénieurs. C'est pas raisonnable. Soyons quand même un tout petit peu sérieux. Mais sincèrement, en fait, la chose qui m'étonne le plus, moi, c'est que la plupart des ingénieurs formés à l'X ou à Centrale ne feront pas, en tout cas 10 ou 20 ans après la sortie de l'école, ne feront pas en fait un métier d'ingénieur. Ils feront un métier de manager, de dirigeant, de cadre au sens large. Et ça, je trouve ça dramatique. Que des gens formés à être ingénieurs soient ingénieurs, très bien. Est-ce qu'il y en a trop? Probablement oui, mais il en faut quand même un peu, très bien. Mais qu'en fait, on sélectionne nos futurs dirigeants sur le critère de savoir essentiellement résoudre des problèmes formels, sachant que ce qui est demandé au concours n'est jamais, évidemment, d'interroger l'énoncé, mais de donner la réponse attendue à un énoncé formaté essentiellement par la réitération de méthodes systématiques. Et c'est dur.
Je sais que c'est dur, ce n'est pas la question. Mais même si c'est dur, regardez les compétences qui ont été valorisées chez vous. Et demandez-vous honnêtement, est-ce que ça fait de moi un bon futur dirigeant? Ça, moi, sincèrement, je trouve ça démentiel, en fait. Littéralement démentiel. Que ça fasse de vous un bon ingénieur, oui, très bien, parfait. Mais le problème, c'est que parce que c'est une grande école, pour la plupart, vous ne serez pas ingénieur, vous serez chef. Et c'est bien de savoir résoudre des équations différentielles non linéaires pour être chef. Moi, je trouve ça démentiel. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. Bonjour. J'ai une question sur l'équilibre entre la responsabilité des ingénieurs et le fait que vous avez énoncé tout à l'heure que la réponse à cet immense problème n'est pas technique. C'est en lien avec ce dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est les récentes déclarations de jeunes ingénieurs lors de leur remise de diplôme qui étaient dégoûtés de la trajectoire actuelle et qui ont décidé juste de quitter ce système pour aller vivre une vie plus vertueuse ou en tout cas loin du système. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce genre de réaction. Est-ce que c'est un écueil à éviter ou au contraire est-ce que vous pensez que c'est quelque chose est-ce que c'est un signe encourageant? Voilà. Moi, je ne m'estime aucun droit et aucune légitimité pour dire à quiconque ce qu'il doit faire. Voilà. Et encore moins de dire à des gens qui ont travaillé dur pour arriver là, quittez tout, renoncer à ce qui fait la fierté de vos familles et ce qui vous a rendu heureux quand vous avez vu les résultats du concours. C'est une décision personnelle. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. J'ai d'ailleurs moi-même des enfants. Je ne suis pas sûr que je leur conseillerais les yeux dans les yeux de s'extraire radicalement du monde dans lequel on vit. Donc je pense que ça relève ça d'une introspection sur laquelle je n'ai essentiellement rien à dire. En revanche, ce que je peux quand même ajouter, c'est que, quel que soit ce qui est fait, il y a toujours un moyen quand même de décadrer de dedans. C'est-à-dire que certains vont choisir effectivement une extraction radicale du système. Je trouve ça très louable, hein, bien sûr, mais je ne me permettrai pas de le conseiller à quiconque, parce que je trouve que c'est un geste très courageux, mais aussi très risqué, qui doit être pris en conscience avec ses proches, etc. Donc ça, c'est pas à moi d'en décider. Mais même si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si vous finissez vos études, vous rentrez dans une grande entreprise, en fait, parce que vous allez être issu d'une grande école, vous allez avoir quand même beaucoup de liberté. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on attend de vous. C'est pas facile, hein. Même moi qui suis probablement encore plus libre qu'un ingénieur, j'ai du mal à le faire. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi pour moi, par exemple? Je parle de ce que je connais, pour un chercheur. Ce qui est attendu d'un chercheur, c'est de beaucoup publier et d'avoir des articles qui sont très cités. Bon, essentiellement, c'est ça qu'on attend de nous. On n'est pas obligé de le faire. En fait, moi, je sais très bien que 95% des articles que j'ai publiés ne sont pas intéressants. Peut-être même 100% d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, une grande partie ne sont pas intéressants. Je veux dire au sens, non pas où c'est faux, mais au sens où s'il n'existait pas, l'état de la science serait exactement le même. Ça, ce n'est pas de la fausse modestie, hein, c'est vrai, en fait. C'est juste vrai. Bon. Et donc, pourquoi je les ai publiés? Pour ma carrière, pour mon prestige, parfois aussi un peu pour le bien de mes doctorants, c'est vrai, et ainsi de suite. Mais toutes ces raisons, on peut les contourner. Donc on a quand même une très grande liberté, sans pour autant... Moi, je n'ai pas démissionné, donc je ne vais pas vous dire, vous démissionnez, mais attention, hein, moi je garde mon salaire de fonctionnaire. Ça serait un peu malhonnête quand même. Bon, donc faites ce que vous voulez. Mais même sans s'extraire radicalement, parce que ça c'est dur hein, quand même, moi je trouve ça dur, quoi. Même sans faire ça, on peut quand même de l'intérieur subvertir les choses. J'ai discuté il y a quelques jours avec une... responsable du CNRS, en fait c'était quelqu'un de formidable que j'ai trouvé très, très brillante et très bienveillante et très tout ce qu'on veut, de positif, mais il y avait quand même sur un de ces slides comment voilà, augmenter votre impact et votre visibilité. Et ça m'a quand même fait tiquer en disant mais attendez, moi je ne suis pas là pour ça. Je ne cherche pas à augmenter ni mon impact, ni ma visibilité. J'essaye de comprendre les lois fondamentales de la nature, c'est ça mon métier. Sauf qu'on a dévoyé ça en faut être invité à Stanford, et puis quand on va à Stanford, bah, sur le chemin, tiens, il y a Princeton, donc on fait aussi... Voilà, ça, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Et donc, je pense que dans votre métier, c'est pareil. Rares, mais ils ne sont pas nuls, les chefs d'entreprise, j'en connais personnellement, qui considèrent, par exemple, que...
faire augmenter chaque année soit le chiffre d'affaires, soit le bénéfice, peu importe, n'est pas le but. Et qu'il y a parfois des années où ça stagne, voire des années où ça décroît, mais si, in fine, les clients sont contents et les salariés sont contents, en fait, c'est une bonne année, c'est une année de réussite. C'est chouette, ça. Ça ne dépend que de nous, quoi. Voilà. Et franchement, je trouve que c'est pas très dur. En fait, voilà, pour le dire en un mot, on a été biberonnés, nous tous, à la maximisation. Il faut maximiser. Ce qu'on peut faire quand on a une compétence, on le maximise. Et en fait, c'est pas très dur de sortir de ça. Je vous parle de moi une seconde, on s'en fout de ma vie, mais c'est juste que c'est celle que je connais, en fait. Moi, quand j'ai sorti des petits livres récemment, des livres de sciences ou des livres d'écologie ou même de poésie, il paraît, et évidemment, l'éditeur m'a demandé de faire la promo. Bon, maintenant, je ne fais plus. L'éditeur me dit, oui, mais quand même, si vous écrivez un livre, c'est bien pour qu'on le lise. Bon point pour lui. Parce qu'en effet, si c'était juste pour mes enfants, je ne le publierais pas. Bon. Donc ça, c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être un peu raisonnable ? En fait, en se disant, j'ai écrit un truc, le dernier s'appelle Anomalie cosmique, c'est un peu compliqué, donc c'est de la vulgarisation, mais de haut niveau. Moi, je dis, si on en vend 2-3 000 exemplaires à des gens qui sont vraiment intéressés par ça, l'éditeur ne perd pas d'argent, parce qu'en effet, sinon c'est compliqué. Moi, j'aurai des petits royalties qui seront toujours bienvenus parce que c'est la vie. Et puis, en même temps, on ne va pas essayer d'en vendre 20 000 exemplaires parce que quand même, comme maintenant je suis un peu connu, je pourrais aller à la télé en vendre. Mais alors, je n'ai pas envie, en fait, ça sert à quoi ? Pourquoi il faudrait toujours que tout ce qu'on peut faire, on le maximise ? Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à se dire, on ne s'extrait pas complètement du monde, parce que moi, personnellement, je ne sais pas cultiver des légumes, quoi, donc je suis quand même bien content d'avoir des sous qui me permettent d'acheter à manger quand même. J'aurais du mal à faire autrement. Il n'empêche que ce n'est pas nécessaire de pousser tout à son paroxysme. Et ça, vous pouvez le faire, sans sortir du système et sans remettre en cause ce qui fait la fierté de vos familles. Dernière question. Allô ? Alors oui, moi j'avais une question. C'est censuré. Ok, merci. Donc, quel que soit le micro, ce jeune homme est censuré. Donc, attends, donc tu es en train de dire, vas-y. Que si révolution il doit y avoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait penser que naturellement, elle irait plus vers une révolution artistique, culturelle éveillée, et pas vers quelque chose de plus autoritaire ou plus sauvage ? Voilà. Oui, alors, non mais autoritaire, c'est compliqué, parce que vous savez ce qui se passe. Dès qu'on parle de loi ou de coercition, on devient des Khmers verts, on devient des dictateurs en puissance. Non, mais les gens qui disent ça ne sont pas sérieux, on s'en fout évidemment. Mais alors, d'abord, c'est vrai. Premier aspect de ma réponse, vous avez raison, on peut discuter de choses plus autoritaires. Ce n'est pas scandaleux de discuter de choses plus autoritaires. Parce que honnêtement, quand vous regardez la loi, code civil, code pénal, etc., c'est immense la loi. Il y a énormément d'articles de loi qui généralement protègent des choses totalement insignifiantes. Alors que notre avenir commun n'est pas protégé. Quand on y pense, c'est complètement dingue en fait. Vous avez le droit de prendre l'avion 10 fois dans l'année, vous n'avez pas le droit de voler une pomme. Demandez-vous une seconde, lequel des deux gestes est le plus grave pour l'humanité ? Donc il y a un problème en fait, il y a juste un problème avec la loi, ça c'est vrai. Donc moi je suis favorable à ce qu'il y ait effectivement une évolution juridique qui nous interdise de flinguer nos enfants. Personnellement, je suis pour la vie de mes enfants. Et donc oui, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des actions légales, parce que les gens, si vous voulez, qui vous disent la main sur le cœur, j'aime trop la liberté. Non, en fait, parce que tu n'aimes pas la liberté du mec qui ce soir a envie de venir te piquer ta télé, en fait. Tu es bien content que celui qui aimerait venir te cambrioler ce soir soit en réalité obéré dans sa liberté, freiné dans sa liberté par les forces de police. Donc personne n'est pour la liberté totale. Évidemment qu'on est ravis d'être protégé dans notre intégrité physique par la loi. Pourquoi pas dans notre intégrité à pouvoir vivre. Donc ça, je suis d'accord. Il serait sain qu'il y ait du coercitif. Parce que le meurtre est interdit. Oui, tant mieux. Le viol est interdit, tant mieux. Pourquoi est-ce que flinguer la vie sur Terre et l'avenir de nos enfants n'est pas interdit ? Bien sûr qu'il faudrait que ça le soit. Je suis d'accord. Mais le problème, si tu veux, c'est que je pense que pour en arriver là, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui relève du désir.
Et l'ennui, c'est que tant qu'on aura l'impression que... j'ai lu récemment un livre sur l'histoire du cancer. Et en fait, le seul cancer, essentiellement, qu'on saurait très bien endiguer, c'est le cancer du poumon. Parce qu'il est très, très essentiellement dû au tabac. Les autres cancers, c'est plus compliqué. Mais celui-là, au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne fume plus, on n'a plus de cancer du poumon pour l'essentiel. Donc on sait très bien ce qu'il faudrait faire pour sauver un nombre extraordinaire de vies. Mais non, quand même, c'est pas possible. On ne peut pas interdire les cigarettes, c'est pas possible. C'est fou quand on y pense quand même. On se bat parfois, je ne sais pas combien de millions, de centaines de millions, on va dépenser contre le terrorisme, ce qui est très bien. Hein. Personnellement, je ne suis pas favorable au terrorisme. Mais enfin, tu te dis, c'est bizarre quand même. Il y a un problème de hiérarchie là d'un seul coup entre le nombre de vies qu'on pourrait sauver et la manière dont on agit. Et donc, je pense que pourquoi ça marche bien? Parce que le terrorisme, ça choque tout le monde. Ah, une bombe qui explose, à moins d'être complètement timbré, tout le monde se dit, c'est pas chouette quand même, c'est pas bien quoi. Et donc, comme les valeurs sont déjà là, c'est assez facile d'aller vers le légal. Mais quand on parle du reste, tu vois, l'autre fou de Musk là rachète Twitter et va en fait, qu'il le veuille ou non, de son gré ou à son insu, favoriser des trucs extraordinairement graves et létaux. Mais ça, on ne l'a pas intégré encore. Du point de vue des valeurs, ça nous paraîtrait coûteux de dire on interdit cette saloperie. Et donc c'est pour ça que quand je parle de révolution, je pense plus effectivement à une révolution poétique, artistique, philosophique qu'à une révolution où on coupe des têtes. D'abord parce que personnellement, j'ai pas tellement envie de couper des têtes. Je pense qu'il y a assez de violence comme ça. Mais surtout parce que je pense que la première est nécessaire à la seconde. Alors, si possible, sans couper de tête, hein, évidemment. Ça, c'est pas le but. Mais le but, c'est de sauver des têtes. Et voilà, c'est ce que je crois. Merci. Est-ce que, pour conclure, vous pourriez nous conseiller 2-3 ouvrages à lire? Ça a été demandé là dans les questions à distance. Ah oui, 2-3 livres à lire. Alors, je vous conseille... moi, le meilleur livre que j'ai lu récemment sur la question écologique, et au-delà, en fait, c'est Denethem Tuam Bena, son nom. Et le livre s'appelle « La sagesse des lianes ». Ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu, et c'est vraiment très très bien, parce que c'est une réflexion sur la Caraïbe, et en fait sur la cosmopoétique. Et en fait, d'un seul coup, on se dit, mais on est là à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire, mais il suffisait de regarder finalement. On voit ces gens dans leur modalité de résistance à la fois contre l'esclavage et dans leur rapport de passeurs finalement entre les mondes humains, les mondes animaux, les mondes magiques, etc., nous donnent des clés extraordinairement remarquables. Et puis en plus, c'est très bien écrit, et Denethem est très sympa. Et un peu insolent. Moi, j'aime bien les gens insolents. Voilà, donc je vous conseille Sagesse des lianes. Voilà. Et après, il y a plein de livres extraordinaires, mais celui-là est vraiment pas mal. Et puis, il y a un petit livre qui n'a rien à voir avec l'écologie, qui s'appelle Rester barbare, de Louisa Yousfi, c'est ça? Qui est très insolent aussi, et j'aime bien quand c'est très insolent. Bon, merci pour votre intervention.